Alors, on est maintenant rendu aux soins de la peau et aux plaies reliées à l'humidité. En fait, on va commencer par ça, les soins de la peau. On va voir la définition des dommages cutanés associés à l'humidité, la classification de ces dommages-là, les dermatites associées à l'incontinence, la dermatite périlésionnelle, la dermatite péristomiale et la dermatite intertrigineuse, l'intertrigo. On va commencer par les soins de la peau. Les soins de la peau, à l'hôpital, là, vous sentez-vous à l'aise avec ça, de dire qu'est-ce que vous utilisez? Il y a eu plein de sortes de crèmes qu'on a. Qu'est-ce qu'on met quand? Ça, ça va-tu? Hein, des fois, on a plein de produits. Puis, est-ce qu'on utilise vraiment les bons produits? Hein? Puis, quand est-ce qu'on doit commencer à parler de soins de la peau? Souvent, c'est tellement quelque chose qu'on considère basic. Là. Tout le monde se lave, tout le monde se met de la crème hydratante quand on a la peau sec. Puis, finalement, on n'a pas tant à s'en soucier parce que c'est quelque chose de tellement de base. Les études ont démontré que d'ailleurs, nos pratiques en centre hospitalier ou même à domicile, nos pratiques infirmières se basent beaucoup plus sur notre expérience personnelle par rapport aux soins de la peau que sur les bonnes pratiques. Pourtant, il y a des reviews qui existent là, de bonnes pratiques, des études sur comment on devrait faire les soins de la peau, puis à quel moment on commence justement à penser à dire « je vais faire des soins de peau ». Quand il y a une plaie, on le sait, on va faire des soins de plaie, mais les soins de peau, c'est comme un peu plus nébuleux, puis c'est un peu pris pour acquis. Le seul moment, je pourrais dire, qu'en contexte hospitalier, qu'on enseigne le soin de peau, savez-vous, c'est à quel moment? Je pense que je devine. Peut-être les bébés avec les bébés. En plein ça. Le premier bain, hein, enseigner aux parents le premier bain. Hey, je me rappelle, comme étudiante, aller enseigner ça aux parents, à laver leur enfant. Puis là, des fois, on se dit, bien, en même temps, ils se lavent eux autres même, ils doivent bien savoir laver leur bébé. Fait que c'est à peu près le seul moment où on s'intéresse aux soins de peau, mais dans le fond, il y a plein d'autres moments qu'on devrait le faire. Pensez-vous que toutes les personnes âgées ont un soin de peau optimal? Hey, ils ont passé leur vie à travailler dans des camps, si on prend, je ne suis pas stéréotypée, là, mais il y en a des gens comme ça. Là. Puis là, les autres, ils pouvaient se laver 2 fois par semaine. Là, ils ne travaillent pas, ils sont chez eux à rien faire. Je trouve pas ça si important de se laver si souvent. Là. Fait que, tu sais, il faut penser à tout ça, puis qu'il faut mettre en place des soins de peau. Pourquoi c'est important? Parce que ça va prévenir des plaies. C'est souvent, il y a 2 conditions qu'on veut éviter avec les soins de peau, c'est la sécheresse puis l'humidité. Fait qu'on veut s'assurer d'avoir un bon soin de peau pour éviter des plaies reliées à la sécheresse ou à l'humidité. Fait qu'il y a plein de situations à risque. Si on pense en milieu hospitalier, tous nos patients sont à risque de plaies ou presque, hein, parce que souvent, ils bougent moins, ils mangent moins bien, ils ont un état pathologique qui fait que souvent, ils ont leurs besoins en protéines, en calories sont augmentés. Fait que tout ce qui est relié à leur état de santé va entraîner un risque augmenté de plaies, fait qu'on doit faire des bons soins de peau. Relié à l'âge, on va en reparler. À l'âge, souvent, on pense aux personnes âgées, mais les enfants n'ont pas les mêmes caractéristiques de la peau, on va en parler. Et relié à l'environnement. Je vous ai mis ici une photo là, d'un travailleur, hein, des bottes. C'est même un type de plaie en particulier que ça s'appelle des plaies par immersion. Le pied, juste l'acronyme comme plus en anglais. Là. Food immersion. Foot immersion, là, mais dans le fond, ils vont travailler dans des bottes très imperméables qui ne laissent pas passer d'air. Hein, pensez aux travailleurs forestiers, aux travailleurs miniers, des belles bottes à cap là, super résistantes à l'eau, mais que là, il y a de l'eau qui rentre par-dessus leurs bottes. Bien, ça ne laisse pas sortir l'eau non plus. Là. Puis là, ils vont travailler 12-13 heures. C'est des gens qui font beaucoup d'heures de travail pendant leur corps. Puis ils vont rester tout le temps là-dedans, en plus avec de la pression. Hein? Ces gens-là, souvent, ils se retrouvent avec l'âge, avec un problème d'infection fongique. Il peut y avoir un problème de plaie aussi relié à l'environnement. On a parlé un petit peu là, des changements physiologiques reliés au vieillissement. Dans le fond, il y a une diminution du renouvellement cellulaire. C'est ce qui fait que les personnes âgées ont une peau comme un papier de soie, hein, qui va être très fragile. Les vaisseaux sanguins sont plus fragiles, donc ils vont faire des ecchymoses plus facilement. Les fibres de collagène sont plus rigides, puis les fibres d'élastine vont être plus épaisses dans une peau âgée. C'est ça qui apporte les fameuses rides qu'on n'aime tellement pas. Leurs glandes sébacées et leurs glandes sudoripares produisent moins. Donc, c'est sûr que ça fait une peau qui va être moins hydratée, qui va se dessécher beaucoup plus.
Il va y avoir une surproduction de mélanine, c'est les fameuses taches de vieillesse, les taches de vieillissement qu'on va voir, les taches brunes sur la peau. Je vais y en montrer une. Regardez une gêne. Ils ont aussi une diminution de l'épaisseur du tissu adipeux. On l'a dit, le tissu adipeux, l'hypoderme, ça ne fait pas partie de la peau. Mais qu'est-ce que ça l'entraîne comme problème quand il y a moins de tissu adipeux? Les personnes âgées. À quoi que sert l'hypoderme? C'est quoi son rôle? L'isolation thermique, à protéger des chocs, C'est en plein ça. etc. Oui, c'est une réserve sanguine, tout ça. Là, en ayant moins d'épaisseur, par exemple, au niveau des hanches, bien là, tu n'as pas une espèce de coussin qui absorbe le choc, là. Ça va frapper directement, la peau va être prise directement sur l'os. Il y a beaucoup plus de risque de pression au niveau de la peau. Il y a aussi une diminution des récepteurs sensitifs qui se retrouvent là aussi dans le tissu adipeux, dans le tissu cutané. Donc, s'ils sentent moins bien, bien, il y a plus de risque de plaie. Moi, c'est sûr, si j'ai une roche dans mon soulier, c'est pas long, on ne marchera pas 1 kilomètre, on va l'enlever. Mais s'ils ne la sentent pas, la fameuse roche, ça va finir par faire une plaie. Il y a toutes sortes de grilles d'évaluation du risque. C'est une... Dans les... je m'excuse, je revenais dans les problèmes de la peau reliés au vieillissement. Il y a des statistiques là, sur les personnes âgées, les symptômes qu'ils vont avoir. Il y en a 58 des personnes âgées qui ont un problème de sécheresse, 64 qui ont un problème de prurite, puis 59 qui ont des infections fongiques. Fait qu'imaginez une personne âgée qui a une infection fongique au niveau de ses ongles, qui a la peau sèche puis que ça lui pique. Hein? Parce que c'est ça qu'ils vont avoir. Fait qu'ils prennent leurs ongles avec leur infection fongique, qui vont aller gratter leur peau sèche, qui vont faire plein de lésions, puis que là, ça va s'infecter. C'est pas pour rien qu'ils ont un problème. Souvent, des éruptions cutanées, des choses comme ça, les personnes âgées, que c'est pas rare. Dans les bonnes pratiques, on devrait évaluer les risques quand on a une situation à risque. Hein? Je pense que vous connaissez bien l'échelle de Braden. On a entendu parler sur le collégial, on l'a bien appris. C'est pour l'évaluation du risque de lésion de pression. Hein? Mais il y en a d'autres. Un patient qui est incontinent, il y a l'échelle d'évaluation Globiade, qui est pour le risque de lésion relié à l'incontinence. Pour ce genre de dermatite-là. Il y a l'outil canadien de dépistage nutritionnel. Hein, si on vient comme par exemple un patient qui présente une lésion de pression, comme le patient que tu as parlé dans l'autre exposé, là, qui est arrivé, est-ce qu'il mangeait bien chez lui? Est-ce que ça va avoir tout un impact sur sa guérison de ses plaies, sur la formation de nouvelles plaies? Fait que d'utiliser les bons outils de dépistage. Quand on parle de soins de la peau, en fait, il y a 3 étapes. On doit évaluer, nettoyer et traiter. Dès qu'on est dans une situation qu'on a un risque, on devrait évaluer la peau quotidiennement. En contexte hospitalier, on est presque toujours en situation de risque. Hein, puis souvent, on va mobiliser nos patients puis inspecter particulièrement les points de pression. On va faire une inspection de leur peau. Ça devrait être évalué et noté quotidiennement. On va voir différents produits. Fait que dans l'évaluation, il y a toutes les échelles qu'on va parler dans certains contextes aussi. Nettoyer la peau. Qu'est-ce qu'on a pour nettoyer la peau, qu'on soit à domicile ou en contexte hospitalier? Qu'est-ce que vous utilisez quand vous vous lavez? Du savon. Savon. Quel genre de savon, toi, tu utilises? On va faire une enquête. Du savon parfumé. Du savon parfumé. Hein, parce que tu aimes l'odeur. Y en a-tu qui utilisent d'autres choses? Non? De l'eau. De l'eau? Oh, ben oui, on de est l'eau, avant-gardiste. c'est bon. Puis, quelle compagnie de savon tu utilises? Saint-Yves. Saint-Yves. Oui. Selon ce qu'on va utiliser, puis il y a beaucoup de dames âgées à domicile qui vont utiliser ça. Mais là, leur peau a changé. Là, c'est parfait, tu as une belle peau jeune. Tu sais, ta peau, elle ne réagit pas. Mais en vieillissant, ça peut être, comme elle est plus sec, ça se peut que les gens vont réagir plus fortement, justement, à certains produits qui vont être ajoutés. Puis, c'est pas vrai que tous les savons sont sur le même pied d'égalité. Le savon à l'hôpital. Que pensez-vous de la qualité des belles petites barres de savon que quand on essaye de le faire mousser, là, ça mousse presque pas. Puis, pensez-vous qu'il y a beaucoup d'hydratants à l'intérieur?
Pas du tout. Hein? Il n'y a pas d'émollient là-dedans. Tandis que, je m'excuse, je dis des noms commerciaux, je ne suis pas commanditée ni par Dove puis ni Oil Quoi non? Ah, il a volé. Oh, Oil Volé. Il ne me donne rien, il ne me donne pas de savon parfumé, mais ces genres de produits-là vont contenir un hydratant à l'intérieur. Ça contient un émollient. Fait que ceux-là, c'est pas la même chose qu'un savon qui n'est que 100% savon. Comme notre savon d'hôpital. En fait, En fait, je me questionne, parce que je ne sais Oui. pas, parce qu'on a quand même des étudiants à distance dans Oui. plusieurs centres hospitaliers. Alors, je lance un appel. J'espère que dans certains centres hospitaliers, l'utilisation des fameuses barres jetables de savon n'est plus la norme. Hein? oui, c'est peut-être pas la même chose partout. Mais on va parler des bonnes pratiques, mais dans plusieurs centres, Ouais. il y a encore ces fameuses barres de savon. C'est avec ça qu'on lave tout le monde quotidiennement. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que oui, on a encore les barres de savon, mais il y a aussi les bons produits. Ils sont là quand même, mais on les utilise juste quand que le problème est là. Un patient qui a, par exemple, de l'incontinence, là, on va utiliser des produits plus spécialisés pour le nettoyer parce que là, on ne veut pas l'irriter. Mais dans le fond, on devrait le faire pour plus de patients que ce qu'on fait. En fait, dans les produits d'hygiène de la peau, on devrait favoriser des produits qui ont un pH neutre, qui contiennent un émollient et qui sont à base d'eau. Fait que tu vois, l'eau, hein, c'était une bonne chose. Ben oui, c'est là. Hein, il y a des produits qui existent. Je vous ai mis 2 produits différents, en fait, qui sont exactement, ici on a le Cavion, puis on a la même chose, là, un nettoyant sans rinçage, qui contiennent un émollient, qui vont nettoyer, qui vont quand même nettoyer les bactéries qui sont là sur la peau, mais sans causer de dommages. Il existe aussi sous forme de lingettes. Ça, les lingettes, ça a quand même une bonne utilité. Parce que pour nos personnes âgées, c'est sûr, il y a toujours éviter les savons, les détergents. Donc, ça, on devrait utiliser ça pour faire leur hygiène quand on est en contexte hospitalier. Quand ils sont à la maison, bien justement, de regarder qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit. Si c'est quelqu'un qui est à risque de faire des plaies ou qu'on traite pour une plaie, mais c'est quoi ses habitudes d'hygiène? Hein? Pour diminuer le risque de plaie, savez-vous combien de fois par semaine on doit avoir une hygiène complète? Hein? De la tête aux pieds, là. Pas juste laver. Moi, je me rappelle, il y avait une infirmière que j'ai déjà travaillé un petit 6 mois en CHSLD, qui disait, ben là, aujourd'hui, on lave les petits coins qui puent. C'était les aisselles, les fesses, les pieds. Pouic, et voilà, ça finissait là. C'était des hygiènes partielles qui étaient faites souvent, hein, parce que là, ils sont dans leur lit, ils ne bougent pas. Mais combien de fois par semaine il faut que j'aie une hygiène complète pour dire que je n'ai pas de risque de plaie? 7. 5. Ah. Tu as le droit de sauter une journée de temps en temps. Ça n'augmentera pas ton risque de plaie. Tu sais, la journée, là, un dimanche matin qui pleut, que tu passes toute la journée en pyjama à écouter Netflix, c'est pas grave si tu ne prends pas ta douche le soir. Tu n'auras pas de risque de plaie. On peut vivre avec ça. Mais on connaît toute la situation dans les CHSLD. Est-ce que les gens ont des toilettes complètes? Non, ils n'ont pas 5 fois par semaine. Ce n'est pas le cas. Alors, ça augmente le risque de plaie. Hein, pour que ça ait un impact sur notre risque de plaie, c'est 5 fois semaine une toilette complète. Une autre chose, hein, souvent, avec quoi on va les laver, nos débarbouillettes, hein, c'est prouvé que ça augmente le risque de plaie, de créer des lésions sur la peau sèche des personnes. Fait qu'on devrait éviter d'utiliser nos débarbouillettes d'hôpital si on a des lingettes pour les personnes qui ont une problématique de peau sèche. C'est sûr, si on n'a pas de problématique de peau sèche, il n'y a pas de problème à se laver avec la débarbouillette d'hôpital, là. Mais les gens, il y a plein de personnes âgées, on l'a dit, là, c'est 58 des personnes âgées qui ont un problème de peau sèche. Fait que la lingette d'hôpital, la débarbouillette d'hôpital, là, qui est super rigide, ça fait une bonne exfoliation, mais ça va faire des micro-crevasses, des micro-lésions. Il y en a 64 qui ont des infections fongiques, et voilà quelle porte d'entrée pour avoir une belle petite infection fongique après. Ce n'est pas des lésions qu'on va voir à l'œil nu, on va faire des lésions au niveau de la peau. Fait que les lingettes, c'est sûr que, bon, pour l'environnement, c'est peut-être pas l'idéal, là, mais les petites lingettes jetables qui existent par les mêmes compagnies, souvent, c'est des bonnes choses qui vont faire moins de lésions. Les personnes âgées à domicile d'utiliser des barbouillettes de bébé. Hein? On l'utilise pour les enfants, on le fait. On ne prend pas la grosse débarbouillette sec d'hôpital là, pour faire Bon, bien, utiliser les débarbouillettes de bébé. Pour les personnes âgées aussi. Souvent, on va aller sécher. On sait, il ne faut pas qu'il reste d'humidité. Fait qu'on va prendre une serviette et on va la sécher comme il faut. Puis là, on va faire plein de micro-lésions. Puis on le fait comme il faut dans tous les plis.
Hein, on ne veut pas qu'il reste d'humidité en dessous du tablier graisseux, en dessous des seins, au niveau du siège. Fait que là, on frotte ça comme il faut avec notre serviette sec, là. Mais c'est une mauvaise pratique. On crée plein de micro-lésions. Il faut aller sécher par tapotement. L'eau trop chaude aussi. Puis ça, des fois, il faut y penser. Tu sais, la personne âgée qui est plutôt frileuse, aller tremper dans un bain là, chaud, chaud, chaud. Mais elle va assécher sa peau. Tu sais, puis elle peut faire créer des lésions comme ça. Fait qu'il faut qu'il essaie d'éviter l'eau trop chaude. Les particularités en néonatalité pour les nouveau-nés et les prématurés, en fait, leur barrière cutanée jusqu'à 4 semaines de vie, elle va être perméable. Ça veut dire qu'il y a une perte hydrique. Hein, leur peau va être sèche plus facilement, mais ça laisse aussi passer plus les substances externes, en fait, les bébés. Fait que si on leur met une bonne crème, ils vont l'absorber plus que nous, en fait. Il y a également, leur peau, elle va demeurer plus mince. Les cellules cutanées restent très, très minces jusqu'à 1 an. Ils vont avoir vraiment une peau plus mince. Il y a moins de production par les glandes sébacées. Donc, ça fait que on devrait éviter les savons qui vont être trop alcalins parce que leurs glandes sébacées, là, ils produisent beaucoup moins. Plus c'est alcalin, plus je vais briser la barrière lipidique de ma peau. Donc, eux, ils n'en ont déjà pas beaucoup, ils ont une peau très mince, donc on devrait éviter les savons pour la barrière lipidique, utiliser vraiment des produits faits pour les nouveau-nés, au moins pour la première année de vie. Puis c'est sûr que c'est encore pire si on parle de prématurité. Il y a des études qui ont été faites chez les prématurés qui avaient des hygiènes seulement à l'eau, hein, sans produit, puis il n'y avait pas de différence au niveau des plaies, des rougeurs. Ce qui changeait au niveau des rougeurs, c'est qu'une hygiène juste à la débarbouillette, par exemple, comparativement à lui mettre vraiment les fesses dans l'eau, là, le bébé, bien là, il y avait plus de rougeurs si on n'avait pas un bain comparativement à une toilette à la débarbouillette. Mais qu'il n'y avait pas de différence chez un prématuré avec seulement de l'eau. Puis, en même temps, le bain, ce qui est aussi bien mieux pour les enfants, c'est que ça entraîne beaucoup moins de perte de chaleur que eux, le nouveau-né va avoir plus de perte de chaleur là, si on le lave à la débarbouillette. Là. Fait qu'il faut vraiment favoriser les produits pour nouveau-nés sans parfum, une petite peau sensible qui va souvent être hyper réactive. Fait qu'il faut les éviter. Pour les prématurés, 37 semaines et moins, on devrait toujours utiliser une crème après l'hygiène, 2 fois par jour, en fait, pour les 37 semaines et moins. Puis si je suis un prématuré en bas de 30 semaines, il doit être conservé en milieu humide. Si je peux dire, je m'excuse, j'essaie de trouver une bonne façon, c'est en anglais, là. Il faut le maintenir, le milieu humide. C'est pour ça qu'ils sont dans des isolettes. Tu vois, le milieu va être conservé plus humide. Il faut avoir une humidité au moins de 70 %. Parce que sinon, ça va être mauvais pour leur peau. Ils ne produisent pas assez de sébum et beaucoup trop perméable leur peau. Puis là, une crème hydratante. Comment choisir une crème hydratante pour un prématuré? Il y a vraiment des produits qui ont été testés, qui ont été utilisés sur des peaux immatures. Je vous ai donné un exemple, qui est par exemple le Secura, qui est une crème qui a été mise en place pour les nouveau-nés, qui peut être utilisée aussi chez l'adulte, un peu comme crème barrière. Il y a des études qui ont été faites aussi chez les prématurés quand ils retournaient à la maison, quel produit le parent allait utiliser. Ce n'est pas une publicité pour la compagnie, mais les études là, qui ont montré les meilleurs résultats, c'est la crème Amphore, ça s'écrit avec un A, faite par Eucérin. Fait que les crèmes de ce type-là, bien, ça va être bon pour le bébé, ça fait une bonne barrière, ça permet de rendre leur peau plus perméable parce qu'on remplace en fait la couche lipidique qui n'est pas encore là sur leur peau. Fait qu'on doit les hydrater, c'est plus particulier pour eux. Puis c'est sûr que quand j'ai un problème, un risque d'humidité ou, par exemple, l'incontinence, je veux prévenir puis je veux pouvoir traiter aussi les plaies, c'est sûr, s'il y en a. On va parler plus de traitement avec Sylvie, mais c'est à partir de ce moment-là où je vais mettre aussi des crèmes après l'hygiène, particulièrement, ou dès qu'il y a la peau sec. Fait que, par exemple, quand j'ai un milieu humide excessif, nos patients incontinents, les patients qui sont couchés, les fameux lits, là, comme on parlait dans un autre exposé, le Total Care, tout en plastique avec de l'air chaud, puis que les patients, ils viennent tout tremper là-dedans, bien là, on devrait utiliser des crèmes pour éviter l'humidité excessive.
Fait que des crèmes barrières, un patient qui est incontinent, la culotte d'incontinence, quand il est à la maison, c'est sûr, ça va éviter de rester humide, c'est certain. Ça va favoriser l'hygiène. En contexte hospitalier, est-ce que c'est toujours une bonne chose, la culotte d'incontinence? En fait, quand on pourrait avoir plutôt une circulation d'air, hein, c'est la meilleure chose. Il faut utiliser la logique aussi. Là, tu sais, quand on a des enfants, souvent, on va l'enseigner aussi aux parents, quand il y a un érythème fessier, on leur fait enlever la couche puis laisser le bébé sans couche sur une serviette pour faire guérir. Bien, c'est la même chose pour les personnes âgées. Sauf que là, c'est sûr qu'il y a un contexte aussi de dignité, de respect de l'intimité, là. Mais juste de laisser, ça a un impact pour diminuer les plaies reliées à l'humidité, juste si on n'attache pas la culotte. Fait que si, par exemple, la personne âgée est aux soins intensifs, puis là, ben oui, on ne laissera pas dans l'urine tout le temps, fait qu'on met une culotte d'incontinence, mais juste de ne pas attacher les côtés, ça permet une circulation d'air. Fait que faire des mesures comme ça, si le patient, par exemple, il y a des incontinences, beaucoup, il y a des plaies, par exemple une plaie de pression, puis dans un contexte de soins aigus, bien, des fois, on va mettre une sonde pour permettre de guérir la plaie, de laisser débuter la guérison un peu. Quand c'est de l'incontinence fécale, comme par exemple un patient intubé qui a un clostridium difficile, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, c'est presque en continu. Hein? Une sonde rectale? Oui, tout à fait, ça existe. Le terme précis là, pour cet appareil-là, ça s'appelle un entérocollecteur rectal à ballonnet. Fait que c'est une sonde puis un ballonnet de 30 millilitres qui est gonflé au niveau du rectum. On s'entend qu'il faut le dégonfler à tous les corps de travail parce qu'imagine la pression sur les tissus hein, de l'intestin. On ne peut pas laisser ça tout le temps, mais ça permet de recueillir les selles qui coulent continuellement tant qu'on n'aura pas un peu pris en charge la situation parce que des fois, ils ont une plaie qui se forme parce que là, ils ont des selles, puis les selles, c'est souvent soit ça va être très alcalin, très acide, là. C'est souvent très alcalin, puis là, ça va faire des dommages cutanés. Fait que c'est important de prévenir ces choses-là. C'est sûr qu'un patient, pas tous les patients, pour prévenir les dommages, on va leur mettre des entérocollecteurs rectales, là. Hein, on s'entend, mais il y a des crèmes qui existent pour faire une barrière, pour éviter que ça soit en contact avec la peau. Fait que c'est là qu'on va utiliser des crèmes hydratantes qui contiennent souvent des acides gras. Fait qu'on a la gelée de pétrole, qui est utilisée, il y a deux choses dans le fond, puis le diméthicone. Dans les études, là, souvent, dans les reviews là, qui sont sur le sujet des soins de peau, ça, ils disent que c'est pas assez uniforme, les pratiques. Ils n'ont pas tenu compte des facteurs confondants quand ils ont fait leurs études. Fait que tu ne peux pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Fait que si vous avez une crème qui a du diméthicone ou une crème, peu importe la crème barrière, mais on devrait l'utiliser à partir du moment que j'ai le problème d'humidité. Fait qu'à partir du moment que le patient porte une culotte, je devrais, à chaque changement, mettre la crème barrière, pas attendre qu'il y ait une rougeur. Je dois la prévenir. On va en reparler un petit peu. Il existe aussi les pansements de mousse siliconée qu'on peut mettre des fois pour prévenir certaines rougeurs, de vraiment faire là, ça va faire une barrière physique aussi. Pensez à corriger les déséquilibres nutritionnels et toutes les surfaces thérapeutiques qu'on va voir là, dans le cours sur les lésions de pression. Donc, je l'évalue avec les outils adéquats, je prodigue des bons soins d'hygiène et je préviens l'apparition ou je le traite avec des crèmes hydratantes ou des crèmes barrières, là, selon dans quelle problématique je me situe. Fait que je vais vous donner un petit cas clinique à regarder ensemble. Alors, on a M. Alfred Mapachi qui est hospitalisé depuis 2 semaines pour une pneumonie. Son état s'est dégradé par la suite à la suite d'une infection au C difficile. Il est intubé depuis 3 jours. Présentement, c'est ces traitements qui ont en place. Tu reçois une sédation avec du fentanyl, du propofol. C'est standard, là. Quelqu'un peut suivre le cours de soins de plaie sans travailler aux soins intensifs, mais c'est normal d'avoir une sédation là, intubée. Il reçoit du tazocin, un antibiotique intraveineux aux 6 heures. Il reçoit de la vancomycine, on s'entend, là, on traite aussi son C difficile, 1 gramme IV aux 12 heures. Il reçoit du Pentoloc IV dié. Il y a une perfusion de Levofed, c'est un médicament pour augmenter la pression. Puis de la façon que ça agit pour monter la pression, ça spasme nos vaisseaux sanguins, ça fait une vasoconstriction. Puis il y a un soluté, c'est un mixte à 150 ml par heure. Parmi tout ça, qu'est-ce qui fait qu'il est à risque d'avoir des plaies, ce patient-là? Ben, Quel élément? il est sédationné.
Fait qu'il il bouge Ouais. pas. L'intubation, ça peut faire des plaies au niveau de la bouche. Oui. Fait que Le sédif. le sédif, on va juste continuer sur que c'est intéressant que tu as dit la sédation. Fait que là, si on se rappelle un peu l'échelle de Braden, on va le revoir, là. J'ai la diminution de la mobilité. Le patient ne bouge pas, relié à l'intubation, la sédation. J'ai la diminution de la perception. Ça va être souvent totalement absent. En fait, le patient sédationné, il ne bouge pas par lui-même. On lui met même des contentions pour s'assurer qu'il n'ait pas touché à ses tubes. Fait qu'il n'y a aucune mobilité. Puis la perception est très, très, très limitée. C'est souvent, ils vont réagir aux stimuli douloureux, mais des fois, ça peut même être altéré, là. Fait que intubé, c'est difficile. Peut-être le Levofed, si ça fait une constriction. Ah, il va ben avoir oui. une diminution de l'apport sanguin. Tout à fait. C'est difficile. Pourquoi tu dis que ça peut apporter un problème, risque de plaie? À cause des selles. Ah oui, tout à fait. Celle qui va causer des problèmes, ça va rester humide, hein? Qui est une autre chose dans l'échelle de Braden, d'ailleurs. Le fait qu'il y ait une pneumonie, puis que ça fasse 2 semaines qu'il soit hospitalisé, ça a-tu un impact sur son risque de plaie? Pensez-vous qu'il mangeait de façon optimale là, ces 2 semaines-là en ayant une pneumonie puis que son état va toujours en se dégradant? Souvent, pas les patients, leur état est en train de se dégrader, c'est pas ceux qui ont le plus faim. Hein? Fait que probablement, puis là, il est hospitalisé depuis 2 semaines. Ça fait combien de temps que lui, il mange pas bien puis qu'il était pas bien chez lui avant d'être là? Après ça, pensez-vous que son état nutritionnel, là, présentement, est optimal? Son petit mix là, à 150, là, pensez-vous que ça comble ses besoins? Ça fait 2 semaines, il est intubé depuis 3 jours, il y a juste un mix. Y a-t-il quelqu'un qui a proposé au médecin, est-ce qu'on y part du gavage, ce patient-là? On va lui donner un peu de protéines. Hein? Après ça, quand on va évaluer ce patient-là, de quoi aussi il faut tenir compte? On parlait des soins de la peau tantôt. J'imagine que s'il est intubé, il ne le met pas dans le bain pour le nettoyer au complet. Tout à fait. C'est nous qu'on va y faire. Puis là, il y a plein de risques. Fait que c'est un patient qu'on devrait, pour l'hygiène, au moins 5 fois par semaine. Puis c'est sûr que là, à toutes les fois qu'il y a des selles, on devrait le mettre. Hein? On devrait faire de l'hygiène. Fait que l'hygiène avec les produits adaptés, sans savon, pH neutre, etc. Mettre des crèmes hydratantes. Il y a un risque, lui, d'humidité, c'est sûr. On va mettre des crèmes barrières à chaque fois hein, pour éviter. Puis si c'est trop important, bien là, on en a parlé, hein, il y a le fameux entérocollecteur. Ça, c'est le type de patient parfait pour un entérocollecteur rectal à ballonnet. Parce que je veux dire, un patient conscient, c'est vraiment pas confortable. Il y a une dame qu'on avait... C'était une situation un peu dans ce genre-là. Puis quand qu'on l'a extubé, on avait un peu oublié l'entérocollecteur, tu comprends? On ne l'avait pas enlevé avant de l'extuber. Puis après, qu'elle nous a dit, parce qu'on diminue la sédation, on les fait se réveiller, on enlève le tube, enlevez-moi ça. En termes un petit peu plus vulgaires, sortez ça de là. Elle était vraiment tannée. Puis elle, la seule chose qu'elle se souvient de son intubation, c'est quand on la bougeait puis qu'on oubliait, elle le sentait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis en même temps, ça stimule. Fait qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps. Fait qu'elle, son souvenir de son intubation, c'est l'entérocollecteur rectal. Imagine, quand le moins pire, c'est pas le tube, là. C'est ça. C'est pas son tube C'est endotrachéal qui faisait respirer, là. C'était ce tube-là. Fait qu'il faut penser de l'enlever, mais ça peut être bien là, pour à court terme. Une autre chose, M. Mapachi, par le nom, hein, il doit être autochtone. La coloration de la peau, pour quand je vais évaluer sa peau, est-ce que ça va être pareil? Oh, ça va faire des taches plus foncées. Il ne faut pas que je cherche des rougeurs. Une tache foncée, est-ce que c'est une tache de naissance ou que c'est une nouvelle tache? Fait qu'il faut vraiment bien inspecter et s'assurer qu'on va détecter là, les problèmes au niveau de la peau. Fait qu'on va maintenant passer à la section définition du dommage cutané associé à l'humidité, parce qu'on a vu tantôt avec Annie comment prévenir, hein, puis pour ne pas arriver à cette problématique-là.
Dans la littérature, ce qu'on va voir, c'est que souvent, il y a des études qui vont être faites, mais pas spécifiquement seulement sur les lésions reliées à l'humidité. Il va y avoir l'humidité dans une plaie à cause qu'il y a de l'exudat plus important. Bon, on va avoir une plaie de pression, on va avoir peut-être aussi de l'incontinence reliée. Fait que de plus en plus, des études sont démontrées pour justement mettre de l'emphase sur ces fameuses plaies-là. Fait qu'on commence. Fait que la définition qui est très simple, je pense que vous ne serez pas surpris, ça survient dans le fond, c'est un dommage qui va être associé à l'humidité. Ça survient quand la peau est exposée de façon trop prolongée ou en trop grande quantité. Puis ça va provoquer finalement l'érosion. C'est un peu ça la définition. En anglais, on va voir souvent l'acronyme MASD pour Moisture Associated Skin Damage. Mon anglais étant ce qu'il est. On va aussi voir l'acronyme LCAH pour lésions cutanées associées à l'humidité. Vous allez voir les trois. Dans le volume de référence, ils utilisaient plus le dommage cutané relié à l'humidité. Ça peut être ce sont des termes équivalents, c'est-à-dire. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une perte d'eau transdermique. Ça veut dire que les liquides vont plus être retenus par la peau. Ça va réduire l'habilité de la peau à maintenir la fonction de barrière, le fait d'être dans l'humidité tout le temps. La couche cornée va être particulièrement affectée dans ces problématiques-là. Ça va amener de la macération. C'est un décollement, finalement, avec les couches de la peau. C'est un peu ça. Ça, c'est assez simple. On va aller avec un petit test. Je vous invite à aller scanner ce fameux QR code-là. Ce n'est pas le même que dans l'exposé précédent. Puis, je vous laisse faire ça pour ensuite commencer avec la petite question. Petite question pour se mettre en appétit, comme. Fait que je vois que j'ai suffisamment de participants. Je vais commencer la question. Encore une fois, à domicile, essayez de faire le quiz en même temps que nous pour un peu voir où vous situez face aux autres. En matière de soins de plaie, quelles sont les sources d'humidité pouvant causer des dommages cutanés? Dans le fond, c'est du texte que vous allez entrer. Je vous ai laissé 1 minute, étant donné que c'est un petit peu plus long que juste cocher oui ou non. Quelles seraient les sources possibles, dans le fond, qui pourraient causer des dommages cutanés? Pour écrire plus qu'une réponse aussi, il n'y a pas de problème. C'est permis par le quiz. À ce moment-là, quand vous mettez plus qu'une réponse, il faut que vous les mettiez une après l'autre. Vous ne pourrez pas avoir 2 petites cases. C'est un peu ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre de virgule. Les deux, ça va être correct. Bon, tout le monde a voté. Vous avez des bonnes réponses. Vous avez, on va attendre que ça réapparaisse, c'est pas le temps de lire. Les exudats, bien sûr, les exudats peuvent causer de l'humidité. Culotte d'incontinence, oui, ça pourrait être une source, mais par le biais, j'imagine, ça veut dire par l'urine, les selles, un peu ça. Des pansements qui ne sont pas appropriés, la sudation, effectivement, incontinence, selles, sueur, vous avez bien répondu. Ça pourrait aussi être du mucus, qu'on pourrait parler, parce qu'on va parler des différents types de dermatite. Ça pourrait être de la salive aussi. On va voir ça chez les bébés, les enfants qui vont faire, quand on dit qu'ils percent le dent, là, on va voir des fois une irritation au niveau de la peau. Est-ce que c'est une dermatite? Pas toujours, mais on va voir là, que ça pourrait causer là, finalement cette problématique-là. C'est ça. Toutes ces sources d'humidité-là, finalement, peuvent être présentes. Là. Puis je pense qu'on avait marqué la transpiration excessive. Je pense que oui, la sueur. Je n'étais plus certaine, mais là, je viens d'avoir un flash. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Par rapport à la classification, dans votre livre de référence, puis dans plein de volumes de référence, on va voir la dermatite qui va être associée à l'incontinence. Ils vont classifier aussi les dermatites périlésionnelles autour des plaies, les dermatites péristomiales, on le s'entend, autour des stomies, et la dermatite intertrigineuse ou l'intertrigo. Tantôt, Annie elle a mentionné aussi la problématique du pied en immersion dans l'eau trop longtemps. La première fois qu'ils ont parlé de ce type là, de plaie-là, c'est dans la guerre. Les fameux soldats, il y avait des bottes, puis ils se ramassaient dans des conditions où il y avait de l'humidité, de la chaleur, puis ils ont fait des plaies là, reliées à l'humidité à cause de ça. Aujourd'hui, dans quelles circonstances, parce que là, on va à la guerre, mais plus dans ces conditions-là, on a des technologies qui nous aident. En ce moment, mettons, est-ce que vous avez une clientèle qui pourra se ramasser avec ce problème-là? Trop d'humidité ou outre les gens qui travaillent en agriculture, une clientèle qui pourrait avoir ce type de problème-là? Les personnes âgées. Les personnes âgées, dans quelles circonstances, mettons, les personnes âgées? Bien, en contexte souvent de troubles cognitifs là, qui
ils n'ont plus trop conscience de leur environnement et d'eux-mêmes. OK, oui. Tu sais, incontinence, on se met les mains un petit peu partout. Puis, On pourrait sortir dehors, puis c'est pas ça. pas être bien Puis vêtu, des fois, les finalement. soins d'hygiène sont plus difficiles aussi. Ouais. Fait que, c'est Tout comme à qu'on fait. parlait tantôt, là, les 5 fois par semaine, là, c'est extrêmement... Ben, c'est impossible, en fait. Oui, oui. Même à domicile, dans un contexte parfait, souvent, c'est pas possible. On pourrait penser aussi aux clients qui se ramassent dans des contextes de vulnérabilité. Un client qui se ramasse en contexte d'itinérance, des gens avec des problèmes de santé mentale chronique qui sont laissés à eux-mêmes, pourraient avoir ce genre de problématique-là. C'est de la fameuse immersion du pied dans l'eau parce qu'ils vivent dans des conditions qui ne sont pas propices, finalement, à cette hygiène-là. Fait qu'on n'en parlera pas plus amplement dans cet exposé-là, mais on va revenir plus tard avec une situation clinique au courant de le cours, si on veut dire. Fait qu'on va y aller avec la première, qui est la dermatite associée à l'incontinence. Fait que je pense que tout le monde a déjà vu ce type de dermatite-là. Ça, c'est dans votre livre, à la page, pour vous situer, 211. On a pris la photo directement. Fait que c'est sûr que quand on parle de dermatite reliée à l'incontinence, on peut avoir une incontinence urinaire ou une incontinence fécale. On a les deux types. Dans le cas, dans le fond, de l'incontinence urinaire, bien, c'est l'urée, finalement, qui se transforme en ammoniac, qui va venir élever le pH et affecter notre fameux manteau acide qu'on a parlé là, dans le cours sur l'évaluation de la plaie. Les selles, particulièrement les selles qui sont liquides, vont être, plusieurs études démontrent qu'ils sont encore plus dommageables, finalement, que l'urine elle-même. Les selles liquides, tantôt, on a parlé de l'histoire de M. Mapachi et de le C difficile, excusez, cherchez le nom. Fait que ça pourrait être un exemple. Fait qu'il y a plusieurs études qui vont mentionner ce fait-là, que les selles liquides seraient plus dommageables, ou la double incontinence. Hein? C'est incontinent urinaire et fécal. On s'entend qu'on augmente les risques encore plus. Ici, en fait, la localisation, bien, on s'entend que partout où est-ce qu'on peut avoir de l'incontinence, fait qu'habituellement, on va parler de région anale, le périnée, plus la partie des fesses, le haut du dos, les cuisses, les organes génitaux. Dans certaines circonstances, ça pourrait aller au-delà de ça, hein? Parce que quand on parle d'incontinence, bien, c'est les selles des urines. À domicile, j'ai déjà eu une situation un peu particulière que tu ne rencontres pas souvent dans ta vie. C'est un monsieur qui était alcoolique, qui habitait chez lui, puis il avait commencé à se détériorer. Avec un réseau familial pas tant solide, des gens qui étaient présents mais pas aidants, ou même nuisants dans certaines situations. Et c'est un monsieur qui s'est dégradé graduellement, puis on allait faire un suivi. C'était tellement insalubre chez lui qu'on devait rentrer dans la maison en plein hiver sans notre manteau, juste à munir notre appareil de pression, puis nous aider. Qu'est-ce qu'on devait faire? Parce qu'il était diabétique en plus pour faire, tant qu'à en rajouter. Fait qu'on rentrait à domicile, et ce monsieur-là, un matin, je débarque, parce que c'est le temps de faire ma visite, et le monsieur est imbibé d'urine du haut de son chandail jusqu'au bout de ses orteils. Je ne vous mens pas, là, imbibé. Fait que là, dans ces situations-là, on s'entend que l'incontinence peut aller en dehors des zones. C'est sûr que c'est une situation un peu particulière, mais fait que, tu sais, le fait qu'ils soient imbibés d'urine, tu sais, je m'attendais aussi qu'il y ait d'autres types d'incontinence. Fait qu'effectivement, le monsieur avait une croûte de sel qui imbibait complètement. Tu sais, c'est comme un moulage que j'aurais pu enlever, là. Fait qu'après, maintes efforts pour essayer, parce qu'en même temps, le monsieur décompensé, en sevrage alcoolique, comprend pas trop ce qui se passe. Puis son fils qui se dépêche à y amener une bière pour l'aider, un peu content. Fait que finalement, tu sais, après maintes négociations, j'ai réussi à l'envoyer à l'hôpital parce que ça n'avait aucun bon sens. Là. C'était impossible de garder dans ce contexte-là quelqu'un à domicile. Fait que oui, il y avait des plaies de pression quand j'ai réussi à enlever tout ça, les selles, des plaies de pression, mais il était associé aussi avec l'incontinence, des rougeurs, là, des dermatites. Là, il y en avait presque jusqu'aux genoux. Là, c'était assez impressionnant. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans un contexte. Fait que ça peut aller au-delà de la région, malheureusement, génitale. Fait qu'on a un autre exemple ici de rougeur, là, typique là, d'une dermatite. Là. La personne semble pencher, puis on voit ici là, le pli interfessier. Fait que c'est sûr que les patients vont se plaindre, bien, ceux qui sont conscients, qui sont capables de le dire, parce que parfois, nos personnes âgées ne sont pas en mesure de nous le dire comme clairement. Ils vont avoir de l'inconfort, ils vont avoir de la douleur, des démangeaisons ou des sensations de brûlure. C'est ce qu'on va avoir comme rapporté. Là. Dans des cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à des formations de fichtène. Puis ça, c'est une brûlure de la peau, finalement, qui est rendue assez grave. Fait que c'est ça pour ça. Sinon, ben, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, l'incontinence, c'est ça. Souvent, la dermatite d'incontinence est souvent confondue avec les plaies de pression. Tu sais, ça peut être de façon commune. On peut avoir
de l'incontinence, une dermatite puis une plaie de pression, mais souvent, c'est confondu. Fait que plusieurs études nous démontrent que c'est important de bien identifier est-ce que c'est qu'une lésion d'incontinence, une dermatite d'incontinence, ou il y a une composante de plaie de pression derrière tout ça. Parce qu'on n'a pas toujours des plaies de pression de stade 4. Là. Évidemment, tu sais bien que ce n'est pas l'urine qui n'a pas fait ça. Fait que, c'est important de bien... Fait que l'évaluation, on va le voir plus tard dans les plaies de pression, et bien évaluer son client va nous aider finalement à voir ça. Fait que le deuxième qu'on va voir, c'est la dermatite périlésionnelle autour d'une plaie. Fait que si on voit un ulcère veineux avec une dermatite au pourtour, là, on s'entend que c'est très rouge. Là. Parfois, les photos sont un peu ambiguës. On a l'impression qu'on a envie d'enlever des peaux mortes ici. Là. Moi, ça a été mon réflexe en voyant en photo. Là. Il semble que j'enlèverais les petites peaux mortes. Mais bon, c'est une photo là, qui est extraite du volume là, de votre volume de référence. Fait que ce qu'on voit sur la photo, bien, c'est sûr qu'il y a des sections où est-ce qu'il y a de la macération, il y a de l'érythème. Souvent, ou surtout les plaies d'ulcère, c'est des plaies qui vont couler beaucoup, fait qu'ils vont causer des dermatites là, périlésionnelles. Ce qu'on va voir, bien, c'est sûr que ça, c'est une plaie chronique. On va voir chez les plaies aiguës que c'est moins dommageable finalement que les plaies chroniques. T'sais, on l'a vu dans tout le processus finalement de cicatrisation que nos plaies chroniques qui contenaient des enzymes qui étaient beaucoup plus dommageables, qui venaient briser les liaisons des protéines. Fait que ça fait en sorte que ces plaies-là vont être plus prédisposées à faire des dermatites périlésionnelles que les plaies aiguës. Alors, on a une petite plaie simple, là, une coupure, une suture, tout va bien. Fait que c'est sûr que sont plus à risque les plaies chroniques de ce type de lésion-là. Fait qu'on va aller tester encore une fois nos connaissances. Fait que vous avez le même petit quiz. Fait qu'on y va de ce pas. Question très simple, vous allez voir. Selon vous, quel type de plaie est le plus susceptible de causer ce genre de dermatite périlésionnelle? Vous pouvez mettre une ou plusieurs, comme vous voulez. Il y aurait juste une personne à répondre, je pense. Et voilà, on a tous nos résultats. Je vais attendre que ça disparaisse et que ça réapparaisse. Fait que, oui, ulcère veineux, on a 2 fois des plaies exudatives. Fait que ça, c'est une bonne description, parce qu'il n'y a pas que les ulcères veineux qui sont exudatifs. Des plaies chroniques, oui. Est-ce qu'on pourrait, par rapport à ce qu'on a parlé avec le processus infectieux, est-ce qu'on pourrait dire une plaie qui est infectée? Hein? C'est ça aussi qu'il faut suspecter. Quand on a une dermatite comme ça périlésionnelle, il ne faut pas juste dire « Ah, on va traiter la problématique, on va mettre un pansement plus adéquat ». Est-ce qu'il y a un processus infectieux derrière tout ça qu'on devrait traiter puis intervenir dessus? Fait que finalement, si la plaie va continuer à produire des déchets parce qu'elle est infectée, bien, on va quand même avoir la dermatite qui va se poursuivre. Il faut régler aussi la cause. C'est un peu ça qu'il faut se dire. Fait que où est-ce qu'elle est située? Bien, c'est selon la localisation de la plaie. Il n'y a pas de dimension ou de place en particulier. On dit qu'un érythème peut une inflammation de la peau jusqu'à 4 cm au pourtour d'une plaie. Il y a certaines études qui vont dire jusqu'à 10 cm que ça pourrait être présent. C'est sûr que là, au niveau d'une jambe, 10 cm, ça nous prend quand même une bonne jambe. Mais dans un cas d'une plaie qui serait très exudative, ça peut être aussi au niveau d'une plaie de pression. Ce n'est pas parce que c'est une plaie de pression que c'est nécessairement... fait que ça peut causer une dermatite aussi périlésionnelle dans ces situations-là. Fait qu'il y a présence de macération en dehors de la zone de dermatite. C'est souvent un signe clinique. C'est que, justement, on le voit dans la photo, bien oui, il y a une zone de dermatite, mais on voit aussi qu'il y a des zones de macération au pourtour. Ce n'est pas franc non plus, là, la fameuse dermatite. Dans cette situation-là, c'est causé par l'excès, finalement, d'humidité causé par l'exudat. Fort probablement que dans cette situation-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de bandage compressif. Hein. Fait qu'on sait que les ulcères veineux sans bandage compressif, bien, ça va entraîner la non-guérison, puis bon, tout ce qu'on a parlé ce matin. C'est sûr que la migration des bords de la plaie va être retardée parce que, bon, on n'a pas, dans le fond, ce qu'il faut pour que la plaie guérisse. T'sais, la plaie autour est infectée, elle ne va pas bien, il faut la traiter en premier. Qu'est-ce qui pourrait causer ça, outre, je ne sais pas moi, là, le fait qu'il y a beaucoup d'exudats? Comment on fait pour régler ça, cette affaire-là d'exudat? On a parlé des bactéries. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire pour régler l'exudat? Parce que, mettons qu'on a géré les bactéries. Un pansement absorbant. Bien, c'est ça. Il faudrait penser à mettre quelque chose de plus absorbant. Tu sais,
quelque chose de plus absorbant, puis traiter les causes, un peu comme mettre la compression aussi. Mais oui, le type de matériau qu'on va utiliser, le pansement qu'on va utiliser, la fréquence de changement de pansement, soit qu'on ne le change pas assez souvent, fait que là, c'est là que ça n'absorbe pas assez, ou le pansement n'est pas suffisamment absorbant pour la plaie. Puis, ça pourrait aussi être, c'est pas tout le temps l'excès de liquide, des fois, c'est le retrait trop fréquent du pansement. On va retirer le pansement trop régulièrement, la peau est fragile, on ne la protège pas. Bien là, la dermatite péridurale va être reliée au fait qu'il y a eu une réaction, soit au pansement, ou il y a eu un bris à cause qu'on retirait trop souvent. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont développer aussi des dermatites liées à des allergies, finalement, aux produits. On va utiliser la même mousse, puis tout à coup, pouf, à un moment donné, il y a une rougeur qui apparaît. Il faut se questionner si ce n'est pas développé une fameuse allergie. Fait qu'on va essayer de changer de style de produit. On va peut-être passer à un produit plus de silicone. On va mettre un protecteur cutané pour justement éviter que ça se reproduise. C'est un peu ça. Pour celle-là. La dermatite péristomiale. C'est sûr que les soins de stomie, c'est immense comme soin, fait qu'on ne rentrera pas dans le cours dans toute une démonstration de tous les soins complexes qui sont reliés à la stomie, mais on va quand même parler de ce qui peut se passer dans le cas d'une dermatite péristomiale, parce que c'est le genre de choses qu'on voit quand même fréquemment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des situations cliniques comme ça, en CHSLD, à l'hôpital, quelqu'un qui fait une rougeur. Est-ce que vous avez déjà fait des soins de stomie? Annie fait signe que oui. Mais jamais avec des rougeurs à ce moment-là, comme ça. Moi, j'en ai vu des comme ça, mais c'était des patients qui avaient des iléostomies. Ça, c'est oui. très haut, très liquide, puis on dirait qu'il n'y avait rien pour venir à bout de rendre la collerette étanche. C'est ça. C'est comme un servicieux un peu, hein? Parce que si on se met à avoir des fuites, puis là, ça vient affecter la peau, mais la peau, elle soigne. Fait que là, comment tu veux mettre quelque chose de collant là-dessus? Fait que là, ça fait encore plus de fuites. Puis là, ça colle encore moins. Fait que là, c'est comme le servicieux. Fait que reprendre le contrôle, c'est quelque chose. Fait que quand on parle de dermatite péristomiale, bien, c'est vraiment la lésion cutanée qui est à l'endroit où la peau est en contact avec les sécrétions, les liquides et les produits d'une stomie. La photo, dans le fond, c'est tiré de votre volume à la page 213. C'est vraiment là qu'on a pris l'exemple. Ensuite de ça, il faut aussi penser que, bon, on parle souvent, ou on pense souvent, là, urine, sel, hein, on pense tout le temps à ça. Mais finalement, ça pourrait être une urostomie aussi, mais il y a aussi d'autres sortes de stomies qui pourraient causer des lésions, comme les trachéotomies, les jujunostomies. Tu sais, une jujunostomie, des fois, qui est un peu déplacée, ça peut faire des écoulements, puis ça peut vraiment briser la peau. Fait que de ne pas juste penser que c'est nos fameuses colostomies, iliostomies ou urostomies qui sont responsables. Fait que ça peut s'étendre jusqu'à 10 cm au pourtour de la peau. C'est sûr que ça peut être causé par plein de situations. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Mettons une collerette, mettons dans le cas de cette patiente-là. Qu'est-ce qui aurait pu causer cette problématique-là? Bien, une réaction juste à la collerette en tant que telle. Exactement, peut-être le produit, le type de collerette qui est utilisé. Sinon, y a-t-il d'autres choses qui pourraient causer ça? Mettons, elle l'avait, puis ça allait bien, puis à un moment donné, ça y est arrivé une rougeur comme ça. Comment on peut questionner notre patient pour savoir si ce n'est pas une autre cause? Une fuite? Une fuite, comment qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a changé de type de collerette? Est-ce qu'elle a utilisé un produit qui est différent pour laver sa peau? Tu sais, tantôt, on parlait de produits. Peut-être qu'elle s'est dit, hey, moi, je vais mettre mon même savon que je me lave aux framboises. C'est tout dans mon classique du framboise, comme si la framboise, c'est très toxique. Puis, tu sais, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas rincé. Je me dis, même si ça chauffe un peu, ça va lui donner un petit coup de fouette là, pour qu'elle se replace. Fait que, tu sais, c'est de questionner notre patient, finalement, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait autrement? Oui. Les coûts des collerettes, souvent, c'est très dispendieux. Fait que là, ils vont la changer des fois moins souvent, même s'il y a eu une petite fuite, mais finalement, passer 2 jours avec un peu de sel qui était rentré en dessous de sa collerette. Elle a toffé la situation. On entend ça souvent les patients. Oh, ça chauffe un petit peu, mais c'est normal. C'est pas grave. Mais non, il faut vraiment. Puis des fois aussi, tu sais, outre bon, les produits qu'on a utilisés, le mauvais ajustement de la collerette, parce que ça va se modifier. Une stomie, pendant le processus, dans les premiers mois, ça va changer de grosseur. La personne peut perdre du poids. Fait qu'il faut réajuster nos gabarits de stomie. Puis la vidange aussi. Il y en a qui ont un dédain de vidanger ça, puis il y en a d'autres qui videraient là, constamment. Là, on a les deux types. Là. Bien, le fait de ne pas vider assez souvent, bien, ça peut causer de la traction, ça peut être pesant aussi. Fait que ça peut amener un petit décollement. Fait qu'il faut aussi enseigner là-dessus. Puis tout le temps être en train de taponner là-dedans, puis vouloir nettoyer, enlever toutes les sels dans la collerette, ça peut enlever de la pâte ou ça peut faire décoller la collerette. Fait que c'est comme multifactoriel, si on veut, les raisons pourquoi on se ramasse avec de la dermatite.
Mais en principe, les patients, ils ressentent la douleur, des brûlures. Mais tu sais, comme un peu Annie dit, des fois, ils vont toffer à cause que ça coûte cher. Par un manque de connaissances aussi, ça peut être ça. Ce n'est pas nécessairement tout le temps une question de coût. OK. Fait que là, on pense à la dermatite intertrigineuse ou l'intertrigo. C'est une forme de dermatite qu'on va voir quand même assez fréquemment. C'est une des plus fréquentes qu'on va voir, si on veut, comme dermatite. À la page 216, vous avez la photo, le combo, le quatuor plus que le combo. Fait que les classiques, dans le fond, c'est de l'inflammation en présence d'humidité dans des plis cutanés à risque de friction. Fait qu'on voit bien sous les seins, on en voit souvent. Les aisselles, un peu moins. On en voit, je ne sais pas, dans ce que vous avez déjà vu dans certaines circonstances. Annie, je ne sais pas, tu disais oui. As-tu des exemples? Des patients avec un surplus de poids. Oui. Dans le fond, c'est parce qu'ils ont des plis cutanés dans les aisselles. Puis, des fois, l'hygiène n'est pas aussi facile là, avec la souplesse de se rendre, se laver comme il faut là, en dessous des bras. Ce n'est pas toujours un manque de volonté. Des fois, c'est un manque de capacité, tout à fait. Le fameux tablier abdominal, hein, qu'on peut retrouver des petites surprises. Au niveau des cuisses aussi, hein, parce que parfois, il y a tellement de surplus de peau qu'il y a des plis au niveau des cuisses qui peuvent apparaître là, à ce moment-là. La localisation, je pense que c'est partout ce qu'il y a des plis, seins, abdomen, cuisses. Ça peut même être les espaces interdigitaux. Est-ce que c'est fréquent? Pas tant que ça, mais ça peut arriver. Derrière, dans le fond, dans le pli du coude, c'est pour ça que je lui ai mis un exemple, parce que je l'ai trouvé intéressante. Derrière l'oreille, dans le cou aussi, dans certaines situations. Les nouveau-nés, ça arrive souvent, là, derrière les oreilles, dans les coups, les plis du menton, les nouveau-nés. Exactement. Moi, je l'ai vu, les doigts, les coudes, les patients avec des encéphalopathies, qui étaient immobiles puis tout pliés. Exactement. Une accumulation d'humidité, oui, tout à fait. Fait que tout ça, finalement, dans le fond, c'est ça. C'est que, puis ce que j'écrivais à Race et Genre, c'est que les études démontrent qu'il n'y a pas plus d'incidence sur la couleur de la peau ou le sexe par rapport à ça, par rapport aux dermatites intertrigineuses. Il y a quand même, par exemple, les gens qui habitent dans des climats chauds et humides, c'est sûr que c'est plus propice. Hein? On s'entend qu'en plein hiver, c'est plus rare dans nos régions qu'on a ça. Fait que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Les gens vont se plaindre de démangeaisons, sensations de brûlure, douleurs et odeurs aussi qui peuvent apparaître, effectivement. Ça peut être aussi relié, là, quand on parle de la transpiration excessive, hein, ça peut être une cause, mais ça va amener des changements au niveau de la peau, puis ça va amener, dans le fond, une augmentation des pertes de liquide, finalement, c'est un peu ça. Là, le prochain, c'est comme une genre de physiopathologie, mais c'est très simple, on s'entend qu'on n'est pas dans la grande... Mais je trouve ça intéressant quand même de vous démontrer là, les étapes. Fait que l'humidité qui va persister, hein, c'est pas juste une fois avoir chaud qu'on se ramasse avec de l'intertrigo. Ça l'entrave, dans le fond, le glissement naturel de la peau. Hein, c'est humide, ça reste collé. Tu sais, des fois, il faut prendre le sein puis le décoller chez certaines personnes. Ça va entraîner de la friction, ça va faire inflammer la peau. Il va y avoir un bris cutané, l'intertrigo va s'installer. Puis ça peut aussi devenir une porte pour des invasions microbiennes possibles. Parce qu'en ayant une dermatite, notre peau est fragilisée. On peut être sujet à développer une infection à ce moment-là. Fait qu'un autre petit test, on va aller prendre le même lien que tantôt. Fait que je vais vous présenter la petite question. Fait que justement, en lien avec l'intertrigo, il n'y a pas de surprise, hein, c'est en lien avec ça. Alors, l'intertrigo peut conduire à des infections secondaires. Nommez un micro-organisme qui pourrait causer ce problème. Il y en a plusieurs, mais nommez-en un qui pourrait causer ce problème. Fait que pour les gens qui sont à domicile, qui sont à distance, je vous invite aussi à répondre aux questions comme les autres fois. Testez vos connaissances. Fait qu'on a toutes nos réponses. Fait que, bon, on va attendre qu'ils réapparaissent. C'est quand même drôle, ça. Fait qu'on pourrait avoir un Staph aureus, ça pourrait être des champignons, ça pourrait être une candidose, un SARM. Fait que dans le fond, oui, on pourrait avoir plein d'infections. Laquelle vous pensez qui est la plus fréquente dans l'intertrigo? Quel micro-organisme ou bactérie ou virus ou champignon qui serait le plus présent dans l'intertrigo? Candida albicans, hein, les champignons, le fameux typique champignon qu'on va voir. Vous avez dans votre volume aussi, à la page 219, je ne le passerai pas en détail, mais vous avez quand même
des exemples, finalement, d'agents causals qui pourraient devenir une infection secondaire en cause de l'intertrigo. Fait que oui, on a 2 types de streptocoques, le A, le B. On a aussi le Candida albicans, qui est notre premier, mais d'autres types de champignons, de bactéries. Ça peut même aller jusqu'à une infection profonde, finalement, des tissus. Fait que si vous en voulez un petit peu plus d'informations, c'est sûr qu'à partir du moment où est-ce qu'on a une infection secondaire, on peut bien essayer de gérer puis traiter l'intertrigo, mais quand il y a une infection qu'on suspecte plus profonde, il faut avoir recours à des traitements là, avec un médecin ou un professionnel, un IPSPL. Il faut consulter à ce moment-là. Fait que les causes, là, on en a un petit peu parlé parce qu'on a un petit peu vendu le punch. Hein? Tantôt, on a parlé de plis cutanés. Fait que c'est sûr que l'obésité rentre en ligne de compte, bien sûr. Hein? C'est rare qu'on a des énormes plis cutanés quand on a un tissu adipeux qui est plus minime, si on veut. Fait que, on va parler d'obésité. C'est sûr que l'obésité entraîne, malheureusement, beaucoup de personnes obèses vont aussi être immobiles. Mais même si on n'est pas obèse puis on est immobile, ça va aussi rentrer en ligne de compte. L'hyperhidrose, fait quelqu'un qui a une transpiration puis une sudation importante, ça va aussi être un facteur. Ça pourrait être causé par un problème, là, un problème thyroïdien ou un problème de glande, un déséquilibre hormonal, la ménopause pourrait entraîner des problèmes à ce niveau-là. Un manque d'hygiène. Fait que c'est sûr que le manque d'hygiène, bien, tantôt, on parlait de la personne qui est obèse, elle ne bouge pas beaucoup, puis elle a bien de la misère à laver son plicite de cuisse, là. Fait que, on s'entend que les facteurs sont cumulatifs là, par rapport à ça. Un vêtement ou un soulier mal ajusté. Avez-vous un exemple féminin très typique qui peut causer l'intertrigo, les frictions, chez les femmes? Un soutien-gorge. Un soutien-gorge trop serré, mal ajusté, pas lavé assez fréquemment. Hein? C'est toutes des choses qui pourraient causer finalement des frictions et amener là, une problématique d'intertrigo. Fait qu'il faut faire attention à tout ça. Il faut prendre la situation de façon générique. Puis il ne faut pas non plus nécessairement, parce que c'est sûr que les gens qui sont obèses ont souvent déjà, ils vivent déjà de la discrimination parce qu'ils se font dire, bien, on était obèse, là, tu ne bouges pas assez, tu n'as pas fait attention en mangeant. Fait qu'il faut être aussi prudent dans la façon qu'on va intervenir auprès de ces personnes-là. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'ils perdent 200 livres. Est-ce que c'est possible ici maintenant? Fait que je pense qu'il faut avoir ce souci-là de voir, bien, qu'est-ce que vous faites chez vous pour vous laver? C'est quoi vos routines d'hygiène? Parce qu'on s'entend que l'hygiène, c'est quelque chose qui est comme personnel. C'est pas quelque chose qui est pareil partout, dans toutes les cultures, dans tous les pays, là. Il y a des différenciations. Puis, sans toutes les connaître par cœur, bien, je pense que c'est d'être à l'écoute des autres. C'est quoi vos routines d'hygiène? Mettons que je demanderais à Alice, c'est quoi tes routines d'hygiène chez toi? Fait que là, elle va me décrire sa routine d'hygiène. Fait que je n'ai pas à juger sa routine. Ce que j'ai à faire, c'est peut-être l'orienter vers des solutions puis des pistes pour qu'elle n'ait pas cette problématique-là. Je comprends, ce n'est pas évident pour vous. Vous avez de la difficulté à vous laver. Comment vous pensez qu'on pourrait faire pour que ça soit plus facilitant? Bon, on parlait tantôt de nettoyant sans rinçage. Bien, peut-être que ça pourrait être une façon d'aider la personne à avoir une meilleure hygiène. S'il faut qu'elle prenne son savon, qu'elle se lave, qu'elle s'essuie finalement, puis elle s'essuie en frottant trop fort ou elle ne fait pas attention, bien, je pense que c'est une façon finalement d'outiller les gens, partir de ce qu'ils font comme hygiène, puis essayer de compenser, puis sans non plus les flageller avec, bien là, vous devez acheter le produit à 300$ la bouteille, là, parce que c'est ce produit-là qui est bon. Puis là, comment ça, vous n'êtes pas lavé hier, ça n'a pas de bon sens, vous avez juste à faire, vous êtes sur l'aide sociale. Vous comprenez qu'à un moment donné, ça peut être facile, puis facilement, on tombe dans des fruits, bien voyons. Crime, l'autre jour, elle a eu le même problème, puis elle recommence encore. Fait que d'aller au-delà des symptômes puis d'essayer de comprendre de façon plus systématique. C'est quoi pour elle une bonne hygiène? Bien, moi, me laver une fois par semaine, là, c'est du gros luxe. Ah, OK, on part de loin. Tu sais, là, c'est un peu ça. Fait qu'il faut vraiment y aller avec les personnes puis s'adapter aux besoins. Fait que maintenant, on va passer aux mises en situation clinique, des cas cliniques, finalement, qui sont en lien avec l'exposé qu'on vient de voir sur les dermatites. Fait que notre premier cas clinique, je vous invite les gens qui sont à distance à aller à la page 223, lire l'étude de cas, puis prendre une pause, puis faire les exercices, répondre aux 3 questions qu'il y a dans le volume de référence. À la page 223. Qu'est-ce que vous pensez que quel type de dermatite fait M. Garcia? Relié à l'incontinence. Relié à l'incontinence, et voilà.
C'est quoi les facteurs, finalement, qui prédisposeraient M. Garcia, justement, à développer ce type-là d'incontinence, de dermatite, finalement, reliée à l'incontinence? C'est quoi les facteurs dans l'histoire de cas qui pourraient... Ben, il y a de l'incontinence fécale. Oui. Il veut pas changer sa culotte. Parfois, il refuse les soins d'hygiène. Oui. Puis il semble semi-autonome. Fait que Oui. peut-être des fois, il essaie de faire des choses seul, mais c'est peut-être pas fait de façon adéquate aussi. Autant dans l'hygiène quand qui ferait une selle au niveau de la salle de bain que dans se laver aussi. Là. Il semble avoir de l'aide partiellement. Fait que, selon vous, comment que vous décririez cette plaie-là? Parce qu'on fait plein de descriptions de plaies depuis le début, là, mais là, c'est quand même une plaie, c'est une dermatite. Comment que vous décririez ça dans vos notes? Ben, c'est diffus. C'est diffus. OK. On présenterait la localisation, hein, un peu comme dans l'exemple. On dirait le pli interfessier, une partie des fesses. On pourrait dire, là, c'est sûr qu'on ne voit pas l'ensemble des fesses de M. Garcia. Peut-être que c'est quelqu'un d'obèse qui... Tu sais, c'est peut-être juste la moitié de ses fesses, comme c'est peut-être le quart de ses fesses, ça dépend toujours de la grandeur. Fait qu'on irait décrire ça. Ici, qu'est-ce qu'il semble y avoir, comme on dirait, là? Desquamation. Desquamation. Fait qu'on voit aussi dans l'image, on pourrait même aller jusqu'à dire que peut-être qu'il y a des petites cloques d'eau ici qui se sont faites, qu'il y a eu des petites flictaines, hein, qui auraient éclaté. On voit ici peut-être 3. Là, j'extrapole un peu, bien sûr. Je n'ai pas toute la situation, ce n'est pas indiqué. Il y a aussi de la sécheresse hein, qu'on voit un petit peu partout au niveau des fesses. Fait qu'est-ce que vous feriez, dans le fond, comme intervention dans son plan de traitement, dans le fond? Qu'est-ce que vous feriez avec ce patient-là? La crème barrière à chaque changement de culotte. À chaque changement de culotte. Est-ce que vous essayeriez, qu'est-ce que vous feriez d'autre également? Mais peut-être un horaire mixtionnel pour la porter aux toilettes. Pour peut-être éviter une forme, en tout cas, certaines incontinences. Puis dans le texte aussi, on parlait, tu sais, qu'il refusait souvent les changements de culotte, hein, puis les soins d'hygiène. Comment qu'on fait pour investiguer ça? Comment vous posez la question? Mettons là, que tu es l'infirmière, ça donne bien que tu travailles en CHSLD, puis moi, je suis M. Garcia. Fait que j'aimerais ça que tu me demandes, tu me parles de ça, là, le fait que je refuse mes changements de culotte. Comment tu abordes ça? Bien, c'est sûr que ça dépend de comment il est autonome, là, puis comment il est capable de discuter avec moi. OK. Mais tu sais, je pourrais lui demander tout simplement de m'expliquer comment que ça va avec les préposés, quand que ça se passe. OK. On pourrait aller investiguer de ce côté-là, OK. les inconforts, si lui, il préférerait qu'il y ait juste quelqu'un avec lui, puis qu'on surveille en attendant, tu sais, quand il change. OK. Essayer de trouver des solutions. Fait que tu évaluerais son niveau d'aisance aussi avec les autres, parce que, tu sais, on dirait qu'on pense que parce qu'ils sont à l'hôpital ou en CHSLD, ils sont à l'aise avec leur intimité puis tout, là. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise, mais vraiment pas du tout, là. Même dire le mot organes génitaux, c'est comme, oh, mon Dieu, tu sais, c'est un peu beaucoup, là. Fait que ça, je trouve ça intéressant d'aller voir c'est quoi leur aisance. Est-ce qu'ils sont à l'aise qu'il y ait 2 préposés qui soient présents? Est-ce qu'ils aimeraient peut-être être seuls, mais d'avoir, comme tu dis, de l'aide un peu en retrait? Ça peut être un élément qu'on va évaluer. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas non plus qu'il perçoive qu'on lui dit qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Parce que froidement, il est un peu responsable. Mettons, quand on s'en parle au poste, c'est ce qu'on se dit, là. Il faut aller chercher pourquoi que c'est comme ça. Fait que oui, ça peut être une question d'être gêné. Ça peut être une question aussi, peut-être qu'il ne comprend pas toute l'ampleur aussi de tout ça. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, une bonne façon d'aller chercher de l'information qui n'est pas menaçante, c'est de dire, bien, ça ne doit pas être évident, hein, tu sais. Comment vous trouvez ça? Ça ne doit pas toujours être évident. Il y a toujours des gens nouveaux qui viennent vous changer. Vous ne devez pas toujours être à l'aise avec tout le monde. Hein? D'ouvrir la porte, de lui expliquer finalement qu'on comprend que ça se peut que ce soit intimidant. Je vous comprends. Probablement que moi aussi, je serais un peu mal à l'aise que à tous les corps de travail, il y ait 2, 3, 4 personnes qui me voient les fesses. Là. Puis ça, c'est un corps de travail. Là. Fait que d'ouvrir la porte sur que pour toi, tu comprends sa situation. Fait que là, peut-être qu'il va être capable de ventiler puis de dire, ben oui, ben je le sais, puis parle-moi-en pas. Des fois, je me sens pas à l'aise, puis des fois, j'aimerais ça faire des choses toute seule, mais vu que c'est trop long, ils me disent qu'il faut le faire à ma place. Tu sais, ça aussi, hein, parce que souvent, on veut maintenir l'autonomie, mais maudit que ça va pas vite. Tu sais, un enfant qui ne s'attache pas ses souliers, là, t'es là. Oui, moi, l'attacher à sa place, ça va aller plus vite. Bien, on a cette tendance-là aussi de vouloir aller plus vite, au lieu de laisser la personne un peu avoir son autonomie. Puis ça, tout ça dans le contexte que, des fois, c'est la réalité du milieu, là. J'entends les étudiants à distance me dire, ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas tout le temps le temps.
c'est sûr qu'il y a un contexte, puis il y a un milieu en lien avec ça. Mais tu sais, ouvrir la porte, puis essayer de trouver des solutions, puis de comprendre pourquoi. Parce que froidement, il n'y a personne qui veut rester dans ses urines, dans ses selles, puis tu sais, pas se sentir bien, puis avoir des plaies comme ça. C'est sûr que c'est pas vrai qu'il garde ça parce qu'il ne veut pas. Fait d'essayer de comprendre, d'aller au-delà de c'est un monsieur qui n'est pas compliant. Il n'est pas compliant, c'est un vieux tête de mule, puis il ne veut rien savoir. D'éviter de tomber dans ces pièges-là. Fait que bon, on a fait ça. Fait que crème barrière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme crème barrière, comme on a vu tantôt? Du cavion, de la crème. Du Criticade. Critique. Oui, plus une crème que je mettrais Ouais, du cavion, ben, voir ça. en plus. crème, là? Ouais, Il y en crème, oui, tout à fait, c'est vrai, ça existe en crème. On pourrait mettre aussi une crème à base de diméthicone. On pourrait mettre aussi une crème à base d'onguent ou avec la gelée de pétrole, pour venir aider le patient. L'histoire de la culotte d'incontinence, la routine de sel ou d'urine, ça, c'est bien. C'est d'essayer d'établir un horaire qui respectera là, la réalité du monsieur puis du milieu, bien sûr. Puis c'est sûr que d'augmenter les soins d'hygiène à chaque changement de couche, un peu insister là-dessus. Si on est capable, peut-être pas dans cette situation-là, mais on disait, dans certaines circonstances, il pourrait détacher sa culotte, ça pourrait faire aérer, comme disait Annie. Mais des fois, s'il circule beaucoup, ben là, c'est moins quelque chose qui pourrait être bien. Là. Fait que c'est un petit peu ça pour ce cas clinique 1. Fait que ça ressemble à ça. Fait que pour tout de suite, c'est sûr que, on aimerait ça que ça n'arrive pas, mais c'est des situations qui arrivent quand même régulièrement. Il faut être aux aguets aussi pour pas que ça entraîne d'autres problématiques, finalement, là, chez le patient. La deuxième situation clinique. On a ici, on voit bien, là, même si je ne vous ai pas encore raconté l'histoire, je vous la raconte, on voit bien que c'est un enfant. Alors, on a Mia, 2 mois, accompagnée de son père, qui se présente à l'accueil santé de son CLSC. Elle présente des rougeurs au cou depuis quelques jours. Elle est en bonne santé, sa courbe de croissance est au 98e percentile. Fait qu'elle est bien nourrie, on s'entend là-dessus. Bon. Alors, selon vous, vous avez juste ça comme information. Qu'est-ce que vous pensez que c'est comme problématique, comme sorte de dermatite? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est situé dans... Un pli. Intertrigineuse. Une dermatite intertrigineuse ou intertrigo, effectivement. C'est sûr que, là, rapidement, on le dit, mais dans un premier temps, quand on est avec le papa, qu'est-ce qu'il faut faire, dans le fond? Il faut commencer par investiguer qu'est-ce qui cause ça. Puis comment qu'on fait ça? Comment qu'on questionne le père, dans le fond? Là, vous lui demandez, là, qu'est-ce qui se passe, là? Puis le papa y arrive, puis il dit, là, c'est de même, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait comment qu'on aborde le parent pour savoir quoi faire, finalement? Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec l'hygiène? Parce qu'il faut questionner, il faut savoir ce qui se passe. Il ne faut pas présumer qu'il ne fait pas bien son hygiène. Il ne faut pas présumer qu'il sait comment faire aussi, un autre piège. Comment qu'on aborde ça? Annie, tiens, je te laisse une chance. Merci. Moi, j'aurais tendance à lui demander si elle salive beaucoup, dernièrement. C'est bon. Est-ce qu'elle salive beaucoup, là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'elle salive beaucoup? Première bonne question. Puis là, qu'est-ce qu'on veut ça? Qu'est-ce qui pourrait être causé par ça, de manque d'hygiène? Ça pourrait être ça. Est-ce que l'enfant est bien lavé, asséché, puis sans... c'est ça? Mais des fois, c'est qu'ils ont peur d'étirer le cou. Là. Et nous autres, comme voilà. Infirmière, on prend les petits coups plus qu'on remonte ça. Tu le vois ici, là, la madame, là, écoute, elle a pris sa poigne, puis c'est pas facile de tirer ça, un petit coup de bébé, là. Peut-être le papa, il fait ça de même, comme ça, puis OK, tout est beau, on ne regarde pas plus loin. Fait qu'il faut... pas y faire mal. Et voilà, on va peur du faire mal. Il faut ouvrir le dialogue. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui donnez les soins premièrement? Parce qu'il ne faut pas penser, puis la première réflexe à ne pas faire, c'est votre femme, comment elle fait quand elle lave le bébé. C'est un papa qui vient consulter, fait qu'il faut valoriser ça. Ça aussi, c'est un autre point. Comment vous procédez? Comment vous faites quand vous faites le bain du nouveau-né? C'est quoi votre routine d'hygiène? Comment vous arrangez à la maison? Là? Êtes-vous toute seule? Ah, non, ma femme est là, puis là, il va vous raconter un peu comment il procède. Fait que vous procédez comment? Bon, on la prend, puis là, on fait telle affaire, puis on la lave une fois par semaine. Fait que là, vous allez avoir plein d'informations, finalement, parce qu'il ne faut jamais écarter le fait que peut-être que pour lui, l'hygiène d'un bébé, c'est pas sale. Fait qu'il y a des gens qui disent, on les lavera pas, ils sont pas sales. Les fesses, mais le cou, puis des fois, quand ils boivent, on le sait, ça coule ici, puis il y a un beau petit ramassage d'humidité là, avec le lait, là. Fait que ça peut être ça. Fait qu'on questionne le papa, comment vous procédez, qu'est-ce que vous faites pour aller évaluer ses connaissances. Une fois qu'on sait les connaissances, là, on va amener avec nos informations. C'est sûr que c'est pas... Est-ce que c'est votre premier? Bon, oui, c'est mon premier. Ça ne doit pas être évident tout le temps de lever sa tête, là, comme quand on nettoie comme il faut. Fait que vous pouvez être un modèle de rôle. Parce que là, quand je l'évalue, l'enfant, ça lui fait pas mal. C'est juste inconfortable, mais ça lui fait pas mal. Fait qu'on lui montre comment faire.
qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez tel savon? Rincez-vous? C'est comment qu'ils font? Fait qu'on essaye de questionner puis donner de l'information en même temps, sans juger, puis de répondre à ces questions le plus possible. Parce que, tu sais, dans cette situation-là, c'est pas grave. Là. L'enfant n'est pas à risque de mort, mais on s'entend que c'est inquiétant pour un parent. Parce que lui, peut-être qu'il pense que c'est une maladie, qu'il a attrapé une infection, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Fait qu'on lui dit, dans le fond, on parle d'hygiène. Est-ce que vous, mettons, suite à ça, on lui donne l'enseignement, est-ce que vous diriez mettre une crème pour cette situation-là ou quelque chose? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à part de bien laver, bien assécher, de faire attention quand il boit, puis tu sais, le lait, puis tout ça? As-tu besoin de donner d'autres choses? T'sais, est-ce qu'on a besoin d'acheter des produits hors de prix? Non, on n'est pas obligé. Peut-être qu'on pourrait suggérer une petite crème hydratante, quelque chose pour l'aider. Est-ce qu'on est rendu à l'étape de mettre une crème barrière? Peut-être pas. Je pense qu'il faut vraiment évaluer selon la situation parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans le pattern de vouloir tout faire, tout changer. Fait que là, premièrement, on se rend compte qu'il n'avait pas tant que ça le coup. Là. Fait qu'on commençait par ça, on lui donne des conseils, on lui donne des recommandations. L'enfant est en bonne santé, il n'y a pas d'autres problématiques de santé. Si jamais la situation persiste, bon, l'outil aussi, où est-ce que vous consultez? Revenez me voir si jamais ça ne fonctionne pas, si après quelques jours, avec le changement d'hygiène qu'on a fait, c'est encore là. On peut lui recommander une crème hydratante qui ne soit pas parfumée, qui est conçue pour les enfants. On n'a pas à mettre des crèmes barrières à tout casser, puis de faire. Des fois, le problématique, c'est qu'on va faire acheter des traitements, des produits, puis finalement, la base étant l'hygiène. C'est un peu ça, là. Fait qu'on n'a pas nécessairement à lui faire mettre de crème ou de traitement particulier dans cette situation-là. Mais on pourrait. Fait qu'il faut vraiment évaluer cas par cas. C'est un peu ça qu'il faut se dire. Fait que c'est ça pour notre petite Mia. Fait qu'on a une autre mise en situation, c'est un autre cas clinique que je vais vous raconter. Fait que Mme Filion est en période, c'est-à-dire post-opératoire, depuis 3 semaines, dans le fond, après son iléostomie. Elle se présente à la clinique externe pour son suivi avec le chirurgien là, de routine. Vous remarquez une dermatite péristomiale, parce qu'on voit bien, là, stomie, dermatite. Là, on n'a pas besoin de se cacher ça. Fait que, qu'est-ce qu'on a à faire comme investigation dans un premier temps? Qu'est-ce que vous devez poser comme question? La madame, elle enlève ça. Vous lui posez quoi comme question? Ben, ça fait combien de temps que c'est rouge comme ça? Ça fait combien de temps que c'est rouge comme ça? As-tu une fuite? Quelque chose qui a fait que... Une fuite. OK. Est-ce qu'elle a eu des symptômes, que ça brûlait Ouais, ou ça en tout pique. OK. Est-ce qu'on peut la questionner aussi sur la façon qu'elle donne ses soins d'hygiène de sa stomie, peut-être? Hein? Quel produit qu'elle utilise aussi, si elle a changé de produit. As-tu changé des produits? As-tu décidé de se mettre la petite crème parfumée en dessous de ça, au cas où? T'sais? Fait que, tu sais, évaluer sa technique, comment qu'elle fonctionne, c'est quoi sa routine de soins depuis qu'elle a eu sa collerette. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'elle a remarqué, elle, des changements dans la grosseur de sa bouche? Est-ce qu'elle est plus creuse, plus surélevée? Est-ce qu'elle est plus petite? Est-ce qu'elle est plus grande? C'est plutôt rare, mais ça pourrait arriver. Est-ce qu'elle-même, elle a des changements pour son poids? Peut-être que depuis 3 semaines, elle ne mange plus depuis qu'elle est sortie de l'hôpital et qu'elle a perdu du poids. Fait que c'est sûr que la collerette, elle ne fixera pas de la même façon qu'elle fixait avant. Fait qu'il faut évaluer toutes ces choses-là dans un premier temps pour bien cerner. Tu sais, on le voit aussi que c'est quand même assez localisé de façon plus importante ici, là. On en a un petit peu, là, diffus, mais c'est plus localisé. Fait que c'est de voir aussi, avec la photo, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Est-ce que la fuite est plus dans le bas? C'est peut-être la pression des selles. Est-ce qu'elle est plus localisée dans le haut? Fait qu'il faut aller évaluer là. C'est sûr qu'on n'a pas cette information-là. Fait que là, vous avez posé toutes ces questions-là à madame, que je me souviens plus de son nom, Filion. Et là, elle vous répond, parce qu'elle est très, très coopérante. La cliente, elle a remarqué que sa bouche de semi est plus petite. Puis le gabarit qu'elle avait en sortant de l'hôpital, il est beaucoup trop grand. Souvent, ils vont donner un petit gabarit là, pour que la personne puisse aller tailler sa collerette les fois suivantes. Bien là, c'est beaucoup trop grand. Elle ne sait pas trop non plus quel produit mettre quand vous la questionnez parce qu'elle a reçu trop d'informations à la sortie de l'hôpital. Déjà, tu sors avec une stomie, puis là, il faut donc bien lui dire tout avant qu'il sorte parce qu'il faut qu'il se débrouille. Fait que souvent, c'est ce qui arrive. C'est comme un classique de problème en sortant de l'hôpital. De plus, elle vous confie qu'il changeait sa collerette le moins souvent possible, allant même jusqu'à endurer des douleurs lors d'infiltration, car c'est très dispendieux, ces collerettes. Quel enseignement qu'on va lui donner à cette dame-là? On a quand même plusieurs éléments. Vous allez commencer par quoi? On va lui expliquer que c'est important d'adapter sa collerette à la grosseur de sa stomie. Okay. Pas juste de se fier au gabarit. Que si ça rapetissait, il faut rapetisser le trou aussi. On jette le gabarit en partant.
Tu sais, là, on va se le dire, là, on jette le papier parce que là, elle va vouloir le ressortir à un moment donné. Fait qu'on repart à 9. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on est à la clinique externe, puis on l'a enlevé, là, parce qu'on l'a vu, qu'est-ce que c'était. Fait qu'on en profite justement pour lui montrer comment bien mesurer sa stomie, comment bien tailler. On en profite pour refaire un tour de comment vous faites. Montrez-moi, puis pas le faire à sa place. Comment vous faites à la maison. Fait que là, elle va dire, ben là, je prends mes ciseaux de cuisine. Elle a coupé des popsicles avec. OK, est-ce que vous avez des ciseaux vraiment dédiés que pour ça, qui sont plus petits, qui sont plus courbés, qui vont vous aider? Parce que c'est pas facile de couper ça avec des gros ciseaux de cuisine là, qui sont so-so. Fait que je pense que c'est une façon qu'elle nous démontre comment qu'elle fait. Puis après ça, c'est de lui dire, c'est normal, probablement qu'on vous l'a déjà dit, mais je suis consciente qu'on vous a dit beaucoup de choses quand vous êtes sorti de l'hôpital. C'est normal d'avoir des questions, de se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis d'être un peu mélangé dans tous les produits. Fait que là, on vient la rassurer, on vient normaliser, dans le fond, comment elle se sent, puis que c'est normal, c'est un peu ça. Fait que là, après ça, on va y expliquer tous les soins. L'hygiène, bien protéger la peau, puis tout ça. Toutes ces recommandations-là, dans le fond, que je vous donne, puis c'est sûr, si vous allez plus loin, c'est des recommandations, les Best Practices 2019 de l'Association des infirmières de l'Ontario, le RNAO. Fait qu'eux, ils ont des belles recommandations, puis ils vont faire vraiment tout un état de tout ce qui doit être fait dans un cas de stomie. Eux, ce qu'ils recommandent, outre la patiente, mettons qu'on sort un peu de la patiente, c'est d'avoir une équipe spécialisée, finalement, en soins de stomie, dédiée à l'hôpital pour pouvoir donner l'enseignement. Ce n'est pas toujours possible dans le milieu. Qu'il y ait des protocoles puis des guides dans les établissements. Est-ce que vous avez des protocoles dans vos établissements pour faire vos soins de stomie? Soit en CHSLD, à l'hôpital ou dans d'autres milieux? Comment vous faites pour faire vos soins de stomie? On n'a pas de protocole, ça évolue vraiment selon la personne, mais je sais qu'on a comme des petits duotangs qu'on remet à la personne avec des documents. Là. OK. Fait que vous remettez une certaine forme d'information, finalement. C'est sûr que les cas qui ont des stomies fraîches, ils ne viennent pas aux soins, souvent, c'est ces cas-là. En tout cas, on veut pas. On n'espère pas, mais quand on a, j'ai l'impression des fois que ça change la façon de faire le soin à chaque fois que c'est une infirmière différente qui le fait. Voilà. Il y en a qui vont mettre les anneaux, d'autres qui vont préférer la pâte, puis qu'au bout du compte, le patient n'a pas plus de plaies. Fait que, j'imagine que pour les patients aussi, ils doivent avoir cette habileté-là. L'anneau qui est malléable, qu'on peut étirer, réchauffer pour coller, tandis que mettre un rond de pâte ou la poudre, le gel, Fait qu'il doit avoir aussi une question d'habileté du patient, puis qu'est-ce que lui préfère utiliser aussi. La facilité du produit, c'est un des trucs gagnants. Puis l'habileté, parce qu'on a des gens qui font de l'arthrite aussi. Hein? Fait que, c'est tout ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Fait que oui, on parlait qu'on n'a pas de protocole ou peut-être des méthodes de soins. Des fois, on a des trucs informatisés, on a beaucoup de temps d'aller à l'ordinateur, chercher la méthode de soins, la lire pendant que la collerette fuit. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que ce que cette association a recommandé ça, ces best practices-là, c'est qu'ils recommandent d'avoir des protocoles puis des outils qui soient clairs puis faciles d'usage pour les clients. Ça devrait aussi avoir une intervention qui est beaucoup plus globale que seulement les soins de stomie. Ça veut dire que le client devrait savoir c'est quoi qu'il y a eu comme chirurgie, quelle sorte de problématiques qui pourraient arriver, puis quoi faire dans les cas où est-ce qu'il y a des problématiques. C'est sûr que déjà, la base, c'est compliqué, mais il devrait avoir cet enseignement-là qui devrait, si possible, être échelonné sur un espace de temps qui permet d'absorber tout ça. Puis il ne faut pas oublier non plus que les gens qui ont des collerettes, c'est rarement une collerette pour prendre des vacances d'aller à la toilette normalement. Là. Ils ont un cancer, ils ont une maladie de Crohn, ils ont des maladies qui sont graves, qui vont entraîner des changements. Puis tu as peut-être aussi un traitement de chimio en même temps que tu as ta collerette, ta colostomie. Fait que, c'est des impacts qui sont vraiment au-delà de seulement la collerette, puis les soins, puis l'hygiène, puis la danse des ça. Il y a toute la sexualité en lien avec ça qui prend un bord, l'estime de soi, l'image corporelle, tout ça mélangé avec une urgence que ça coule pas, que ça sente pas. Eux autres, les patients, ils veulent pas que ça coule puis que ça sente. Il ne faut pas que ça paraisse. C'est ça, la priorité, finalement. Fait que ça brûle un peu, c'est pas si pire. Si ça sent, par exemple, watch out, là, ils vont tout essayer pour essayer que ça ne sente pas. Fait qu'un enseignement complet, c'est ce qu'ils recommandent, dans le fond, la fameuse association. J'avais une dame à domicile, puis ça, je trouve ça, à chaque fois que je peux le dire, j'en profite pour le compter. C'était une dame d'une peut-être 85 ans, une madame allumée, une belle madame qui était brillante. Je me souviens d'avoir arrivé là en suivi aux soins à domicile, parce qu'à l'hôpital, il avait dit qu'elle ne sera pas capable de les faire, fait qu'elle allait faire de l'enseignement. Fait que ça arrivait souvent de façon transitoire, pour quelques semaines, quelques mois. On allait faire l'enseignement,
on changerait les collerettes, en tout cas, on les aidait. Puis la madame, elle appelait ça son abomination. Tu sais, pour elle, c'était, elle dit, ce qu'ils m'ont fait là, c'est sûrement Hitler qui a inventé cette chirurgie-là, parce qu'il n'y a personne d'autre sur la Terre qui était aussi méchant que de faire ça. Fait que pour elle, elle comparait ça avec la personne sur la Terre qu'on trouve la pire du monde, Hitler. Il n'y en a pas, là. Il y en a semblables, mais disons que le pire, c'est lui, avec tout le génocide qu'il a fait. Fait que cette madame-là, là, étais-tu prête à entendre l'enseignement sur la couleur des Seychelles? Elle était là, moi, là, c'est toi qui vas changer ma collerette. Puis pour elle, c'était, tu sais, c'était pas à elle, ça ne lui appartenait pas, puis elle avait mis ça dans une case à part. Puis son mari n'avait pas le droit d'être dans la maison quand je venais changer la collerette. C'est dans la maison, là, même pas dans la chambre, là. Fait que, tu sais, graduellement, tu sais, il a fallu travailler sur l'impact, sur comment qu'elle percevait ça. Puis là, j'ai dit, ben moi, je vais vous accompagner, je vais être là tant que vous avez besoin de moi. Mais je vais commencer tranquillement à vous donner des mots, des termes pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je sais que vous ne voulez pas trop en entendre parler, je vais y aller graduellement. Fait que les premières fois, je vais nettoyer votre peau, puis le pourtour, je vais vider les selles. À un moment donné, j'ai parlé de la bouche-lastomie, tu sais. Fait que là, t'es comme, tu sais, une bouche pour elle, c'est pas ça, là, tu sais. Fait qu'on a graduellement, pour finalement, cette dame-là, elle faisait ses soins toute seule, puis même son mari participait, parce que ça aussi, des fois, faire participer la famille, tu sais, des fois, c'est de briser des barrières, c'est un peu ça. Fait que cette madame-là, à tel point que des fois, l'impact psychologique, fait que, tu sais, les gens ne sont pas juste négligents, puis ils ne veulent pas juste pas s'occuper d'eux autres. Des fois, c'est ceux qui sont juste pas rendus là. Puis même les patients, cette dame-là, on l'avait mis sur le système de la garde, parce qu'on avait une garde pour les patients cancéreux, des gens qui avaient des problèmes de santé, peu importe la raison. Puis on l'avait instaurée sur la garde parce que si jamais ça allait couler la nuit, tu sais, pour elle, c'était... Elle pouvait se présenter à l'urgence pour ça, là, parce qu'elle était comme démunie complètement. Fait que graduellement, puis en l'espace de 6 mois, elle était complètement autonome. Fait que, tu sais, des fois, il y a comme espoir. Fait que pour notre madame, mettons qu'on revient à madame, je pense qu'elle s'appelle madame Filion. J'ai les nomme, puis je les oublie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui recommander finalement? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que c'est plus une réaction allergique? Vous pensez une fuite? Ou vous n'êtes pas sûr? On dirait plus une réaction allergique parce qu'il y a le cercle qui est comme clair. Fait que tu sais qu'ici, tu vois le cercle. Fait que peut-être, puis ça peut avoir plus qu'un problème aussi, là. Fait que c'est un peu plus irrité avec la forme du cercle. OK. Puis, elle nous a dit aussi qu'elle ne savait pas quoi mettre comme produit. Fait que peut-être qu'elle ne fait pas d'hygiène du tout. Puis ici, dans cette section-là, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est plus rouge. Est-ce que vous pensez que ça peut correspondre à une fuite? Justement, à un endroit où est-ce que les selles se ramassent puis sont comme un peu stockées? Fait que ça pourrait être ça. Est-ce que la dame utilise, tantôt Annie a mentionné des anneaux, des pâtes, des onguents? Bien, est-ce qu'elle en met de la pâte ou de l'onguent ou on n'en met pas du tout? Parce que, tu sais, elle nous a parlé aussi, il faut garder en tête qu'elle nous a parlé que ça coûtait cher, les produits. Tantôt, on va y parler des programmes qui existent, là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'elle évite de mettre ça en craignant, dans le fond, de dépenser de l'argent? Parce qu'il faut que tu la jettes, le Moses d'anneau, puis la pâte, etc. Puis si elle a de la pâte, puis elle n'est pas capable de la manipuler, la pâte là, en tube, là, peut-être que ça serait bon l'anneau malléable, là. Peut-être que ça serait plus facilitant pour elle. Fait que j'ai comme l'impression qu'ici, il y a un problème de fuite là, à partir de là. Fait que je pense qu'on devrait insister, à tout le moins, puis on peut la mettre aussi tout le tour, mais cette section-là devrait être particulièrement mise comme à regarder puis voir qu'est-ce qu'elle fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a une fuite à ce moment-là de sa collerette. Puis c'est l'iostomie, fait qu'on sait que les selles sont liquides, fait que ça... Puis si elle endure, puis elle laisse ça là, bien, ça peut faire quand même quelques jours qu'elle a ça. Puis souvent, les clients, ce qu'ils lui demandent, quand est-ce qu'on doit changer la collerette? Savez-vous s'il y a un temps spécial pour changer ça, à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines, à tous les 2 jours? Y a-t-il quelque chose que vous savez là-dessus? Bien, tu sais, c'est quelque chose qu'on entendait parler, à toutes les semaines. Aujourd'hui, ils parlent plus de fréquemment, particulièrement une iostomie. Tu veux, dans les études, ce que j'ai vu, plus 2 fois par semaine. Mais encore là, ça dépend. Tu peux la changer une journée, puis le lendemain, elle décolle. Fait que je pense qu'il faut vraiment que la personne apprenne à se connaître elle-même, être capable de voir un peu c'est quoi son transit, puis comment est-ce qu'elle produit des selles aussi. Plus que la colostomie est haute, plus que les selles vont être liquides. Fait qu'il n'y a pas tant de, tu sais, les guidelines qui disent c'est vraiment à peu près 2 à 3 fois, 2 fois par semaine environ pour une iléostomie, puis peut-être un peu moins chez les gens qui vont contrôler puis qui vont avoir une colostomie des selles plus solides. Mais il n'y a pas de norme de dire tous les patients doivent la changer 1 fois par semaine. Mais je sais qu'à l'époque, c'est ce qu'on parlait au moins 1 fois par semaine. C'est ça. Fait que c'est un peu ça.
Ajustement de la collerette, on l'a dit, faire un nouveau gabarit, mesurer sa plaie pour qu'elle soit plus convenable, bien sûr. Utiliser des pâtes pour éviter ou des anneaux pour éviter les fuites. Ce qu'ils recommandent quand il y a une dermatite dans le guide là, des infirmières d'Ontario, c'est la technique qu'ils appellent ça la crusting procédure. Mais jadis, on l'appelait ça la procédure de Stanley. Est-ce que vous connaissez ça? Procédure de Stanley? Poudre, gel ou spray. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est ce qu'ils recommandent. Quand un patient présente une dermatite péristomiale, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire à chaque fois. Avant, c'était comme la mode, on mettait ça à tout le monde. Poudre, gel, 3 fois en plus. Puis après ça, on mettait la collerette, de la pâte, puis de la collerette. C'était un peu la procédure. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'on ne devrait pas mettre de produits si on n'a pas besoin. C'est sûr que l'anneau puis la pâte, c'est comme un essentiel. C'est pas là pour aider à coller, c'est là pour aider à empêcher les fuites. C'est un peu ça. Fait que là, tu vois, dans certaines recommandations, ils disaient seulement une couche était suffisant. Poudre, après ça, le gel. Puis il y a d'autres études qui mentionnaient plus de faire ça par 3 couches. Bon, fait qu'on s'entend que c'est pas toujours égal dans tous les articles qu'on va lire. Fait que c'est ce qu'ils recommandent, dans le fond, de faire cette procédure-là jusqu'à temps, dans la région qui est comme lésée, jusqu'à temps que la situation change. Qu'est-ce qui pourrait arriver chez cette dame-là, mettons, quand ça fait longtemps que ça arrive, puis ça reste rouge, puis qu'est-ce qu'elle pourrait développer comme problématique, mettons? Qu'on rencontre chez les gens qui ont des colostomies des fois. Est-ce qu'on pourrait avoir une infection à champignons qui s'infiltre là-dedans? Et qu'il existe même des poudres, qui sont des poudres de traitement de champignons. Au lieu d'être une poudre standard qui n'a pas de produit, ben c'est une poudre pour enlever les mycoses. Là. Peu importe, je n'ai pas le nom de la compagnie ou la sorte de traitement, mais c'est des poudres qui sont faites exprès pour traiter les champignons. Fait qu'on fait la technique de Stanley ou le crusting procédure, et on va mettre cette poudre-là au lieu de la poudre conventionnelle. C'est un peu ça. On pourrait aussi, une autre solution, parce que là, c'est sûr, c'est une image, on s'entend que sa bouche est ressortie, mais pas tant que ça. Parfois, on va essayer de mettre des collerettes qui sont convexes pour aider un peu à faire ressortir la bouche. Est-ce qu'elle est obligée d'avoir ça? Pas nécessairement, mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. On va questionner le chirurgien, la madame. Est-ce que vous trouvez que votre collerette, votre ostomie, votre bouche, elle s'est un peu affaissée? Est-ce qu'il y a eu des changements? Fait qu'à ce moment-là, ça pourrait arriver qu'on modifie, dans le fond, la forme de la collerette pour aider. Puis là, bien, ça ne règle pas le problème là, de comment ça coûte cher, ça, là. Fait que, dans le fond, il existe des programmes. La RAMQ, elle a un programme pour les colostomies, qui soient permanentes ou pas. Maintenant, c'est comme ça. Pour les iléos, les colostomies et les urostomies. Alors, pour une stomie permanente, on dit 1 264 $ dans le fond par année. Ils ne donnent pas l'argent aux patients. Là. C'est quand ils en jettent des produits, c'est déduit, puis on le doit à ce programme-là. Pour les stomies temporaires, 842 $. Fait que c'est comme moins. Il y a plusieurs années, même les temporaires, il n'y avait pas le droit à ces programmes-là. Fait que c'est déjà comme un changement. Puis c'est vrai que c'est des coûts importants. Je n'ai pas nécessairement de données de statistiques, mais on s'entend qu'une boîte de collerette, ça doit approcher 100 $. Là. C'est facile. Là. On a juste la boîte. Là. Fait que si ça décolle 2 fois dans la même journée, ben, tu les jettes, tu ne peux pas réutiliser tes collerettes. Fait que c'est vraiment dispendieux. Puis ça, ce n'est qu'un aspect. Il faut penser aussi que la personne elle a des médicaments, peut-être qu'elle a un cancer, elle a une maladie chronique, elle ne travaille pas, un fardeau pour sa famille. Fait que tout ça ensemble fait en sorte que c'est une problématique qui est plus complexe un peu. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. C'est sûr qu'on n'a pas devenu des spécialistes en soins de stomie, mais je vous invite à aller voir le guide là, que j'ai mis sur Moodle, justement pour vous outiller davantage finalement sur cette problématique-là. Fait qu'on passe à la prochaine mise en situation clinique. C'est M. Bastien, 53 ans, qui vit seul dans sa maison. Il est très autonome malgré une légère déficience intellectuelle. Il est atteint d'obésité morbide, de diabète et d'HTA. Ce dernier est sédentaire et il éprouve de plus en plus de difficultés à se déplacer à cause de son problème d'arthrose au genou. Les deux. Il reçoit l'aide de l'infirmière à domicile 1 fois par mois depuis environ 1 an. Lors de votre visite à domicile ce matin, ce dernier se plaint de démangeaisons sous les seins depuis quelques jours. Alors, quels sont les symptômes à investiguer? Qu'est-ce qu'on doit lui poser, dans le fond? Les éléments à investiguer. Il a dit que démangeaisons sous les seins depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous lui posez d'autre comme question? Est-ce que c'est évident? On parlait un peu des fois des
différence dans la coloration de la peau que souvent, quand la peau est foncée, plus qu'elle est foncée, bien, ça va faire apparaître pas nécessairement une rougeur, mais une peau plus foncée. Fait que, tu sais, le questionnaire puis le récit du patient prend encore plus d'importance. Il faut vraiment se fier au récit du client parce que c'est pas si évident que ça sur la photo qu'il y a une problématique. Fait que ça veut dire qu'on doit investiguer les autres symptômes. Quels sont, dans le fond, selon vous, c'est quoi vous pensez que ça pourrait être? On va sauter une étape, là. Ça, c'est en dessous des seins. On va vous donner un indice. Intertrigo. Oui, c'est ça. Il y a des fortes chances que ça soit ça. Mais là, on ne va pas sauter sur les conclusions, mais c'est probablement ça. Quand vous voyez ça, obésité, immobilité, peut-être l'hygiène qui est peut-être so-so. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ont une déficience intellectuelle qu'ils ont automatiquement des problèmes d'hygiène. Mais on a besoin de renforcement souvent de plus que de façon régulière. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? D'autres symptômes qui sont reliés à l'intertrigo? Qu'est-ce qu'on dit qui était typique, mettons, quand on faisait un intertrigo? Brûlure. Brûlure. Si on l'avait, ça sent-tu? Les odeurs, hein? Si on a un champignon qui s'embarque, quelque chose, une bactérie, ça va sentir. Odeur, douleur, des mangeaisons. On peut demander aussi à la personne, est-ce que vos sous-vêtements sont tachés? Je vais vous donner un exemple d'une dame à domicile. Je faisais un suivi régulier. Tout d'un coup, j'arrive un jour, son mari me dit, bien, madame, elle a un petit peu des rougeurs en dessous des seins, puis ça m'inquiète. Mais là, en rouvrant la porte de la chambre, ça sentait vraiment partir une grosse odeur forte. Fait que là, je regarde la rougeur, je voyais bien qu'il y a une rougeur. Tout d'un coup, je vois une petite camisole. C'est une madame qui met toujours des petites camisoles. Bien, sa camisole était comme colorée bleu verdâtre. Fait que c'est une madame qui avait développé un pseudomonase en lien avec son intertrigo en dessous des seins, avec une infection secondaire. Fait qu'on s'entend que le traitement n'était pas juste, puis dans le temps, il y avait des recettes maison qu'on reparlera, qu'on pourrait parler maintenant. On parlait souvent de mettre de la fécule de maïs. Avez-vous d'autres exemples de petits trucs maison qui se faisaient, là? Annie, on dirait que t'en as. Non, la fécule de maïs, c'était exactement ça. Oui, ça, c'était ça, puis ça se posait absorber des petits Kleenex. Les madames mettaient des Kleenex, des Scott Towels. C'est sûr que ça absorbe, mais ça n'éloigne pas l'humidité de la plaie comme un pansement ou un tissu fait exprès pour ça pourrait nous aider. Dans le fond, c'est un peu ça. Fait que la fameuse madame, finalement, elle a eu un traitement pour le pneumomodase, puis c'était comme... Mais c'était au-delà de juste un intertrigo. Mais tu sais, des fois, d'évaluer les vêtements. Fait que demander à la personne, est-ce que vous avez des taches sur vos vêtements? Est-ce que vous avez remarqué des saignements ou autre chose qui était présent? Puis bon, on évalue là, de façon générale aussi. Fait que, ben oui, c'est intertrigo. Là, on s'entend qu'on parle de ça, fait qu'on sait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement à faire dans ce cas-là? En lien avec l'intertrigo, mais ce qu'on a appris ce matin aussi avec les soins de la peau. Demander c'est quoi sa routine d'hygiène. Exactement. Quelle est votre routine d'hygiène? Qu'est-ce que vous utilisez comme produit? Après avoir lavé, vous lavez, rincez-vous. Est-ce que vous asséchez? Tu sais, d'aller vraiment, là, puis d'être vraiment particulièrement attentive à réduire notre niveau de parole, pas de niveau de parole, mais de notre niveau de... Littératie. Littératie, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, moi, j'avais une collègue, professeure, qui me disait, on les part toutes comme s'il y avait une 6e année. Dans le sens que les patients, on ne sait pas le niveau, là. Donc, on commence par la base, quelque chose de très simple, puis si on voit que la personne, elle nous donne d'informations, bien là, on va upgrader. On va donner plus d'informations, des termes plus scientifiques. Si on voit que c'est pas clair, bien, on va baisser le niveau à un moment donné. Fait que des fois, c'est une façon un peu, là, 6e année à l'école, de partir, là. Oui. Ça m'amène une question. Envoie donc. Combien de syllabes des mots de 6e année? Oh! Un mot de 3 syllabes, c'est 6e année. Un mot de 3 syllabes, on va dépasser le niveau 5e année. Fait que dès qu'on a tous les mots de plus de 3 syllabes, on devrait les bannir. Pour lire une bouteille de Tylenol, il faut avoir au-dessus d'une 6e année pour comprendre les instructions. Fait qu'imaginez, toutes les personnes âgées ne sont pas capables de comprendre les instructions du Tylenol. Exactement. Le niveau de littératie, c'est vraiment pas beaucoup connu. Oui. Puis on le dit, il faut rendre notre langage accessible. Tout à fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fait que dites-vous, là, utilisez des mots de 2 syllabes. Exactement. C'est intéressant parce que ça vient un peu plus démontrer ce que ça a l'air dans la vraie pratique. Fait que si on te dit vous avez un taux d'humidité trop élevé, tu sais, y a-tu moyen de le dire autrement? Tu sais, là, de dire, bon, en sous vos seins, en dessous de vos seins. Tu sais, déjà, on n'est pas pire. Là, je calcule mes syllabes pendant que je parle. C'est mouillé, Hein? au lieu d'humidité, C'est mouillé. ça. Mouillé, c'est trempe, c'est humide. Tu sais, on essaie, tu sais, on peut aussi donner un mot comme mouillé.
Tu sais, si vous savez ce que je veux dire, c'est humide. Tu sais, pour un peu, des fois, d'en donner un petit peu plus. Mais il faut s'assurer que la personne comprend. Puis là, dans ma situation, en plus, il y a une légère déficience intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend rien, mais il faut encore plus valider de l'information. Fait que, bon, là, tantôt, je t'ai parlé, tu sais, quand tes seins sont mouillés en dessous, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi de la solution? Qu'est-ce que, tu sais, fait que, tu sais, d'y aller, fait que là, il va dire, ah, ben là, tu me dis tantôt de le refaire répéter pour voir s'il a bien compris. C'est important. Fait que c'est ça. Fait que l'utilisation des savons doux, de assécher, de bien rincer, porter des vêtements propres et secs, hein, ça aussi, c'est quelque chose, c'est essayer de faire en sorte qu'ils se changent souvent, parce que des fois, tu as beau te laver, mais si tu remets le même chandail avec l'humidité, ben, tu sais, la brassière ou peu importe. Oui. Ça me fait penser à quelque chose aussi que des fois, on oublie. Ouais. Puis des cas d'interfrigo, je n'ai déjà vu en dessous des appareillages aux soins intensifs. On met le brassard, puis on le laisse là. Des fois, il n'est pas enlevé à chaque fois que le bain est donné, parce que le préposé, par exemple, va aller faire les soins d'hygiène. Puis nous, on n'est pas là. Puis en passant, on faisait ça, mettre de la fécule de maïs en dessous des brassards pour absorber l'humidité. Puis là, on enlève le brassard, on lave le patient, on remet le même brassard à la même place. Puis le brassard, lui, il n'est pas lavé. Exactement. Puis là, le contexte d'humidité, ils font de la température. Les appareillages aussi, il faut y penser en contexte on parle pas, là, on est même pas là, dans une situation avec un patient à domicile qui est seul, ne sait pas quoi faire. Là, on est dans un milieu encadré, puis ça arrive aussi. Tu sais, quand on parlait de fécule de maïs aussi, il y avait les talcs, les talcs à bébé. Là, je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise, mais ça aussi, c'était quelque chose qui était à la mode. Puis même, il y a des compagnies qui vendaient ça exprès pour ça, puis finalement, c'était comme un petit peu une arnaque. C'est un peu ça. Il y avait aussi l'application de vinaigre puis de poche de thé. Ça, celle-là, je ne les connaissais pas, ces deux techniques-là. Fait que je dois être trop jeune, ça doit être pour ça. Mais c'était conseillé. À ce moment-là, peut-être le vinaigre avec le pseudomonas, mais j'ai l'impression que c'était une mauvaise utilisation. Ça devait être du vinaigre direct. Là. C'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Fait que les recettes maison, comme ça, on oublie. Fait que savez-vous qu'est-ce qu'on pourrait utiliser justement pour cette fameuse personne-là, M. Bastien, je crois qu'il s'appelait? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que là, on l'a évalué, on sait que c'est de l'intertrigo, on lui a donné des soins d'hygiène. Mais entre ça, il faut que ça guérisse là, avant que ça se complique. Fait que qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quel produit pourrait aider finalement à diminuer la charge bactérienne qui est en dessous de tout ça? Là? C'est un peu ça qu'on veut faire. Là. Puis bien absorber, puis éloigner l'humidité finalement de la peau. Ben, Petit Kerlix. Oui, le Kerlix. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kerlix? un antimicrobien. Un PHMB, exactement, qui est reconnu justement pour diminuer la charge bactérienne pour aider dans ce processus-là. Est-ce qu'il y a d'autres produits qu'on pourrait utiliser? Il y en a quelque chose de semblable, c'est comme un tissu qui est fait justement pour l'intertrigo, pour éliminer l'humidité, mais j'essaie de dire le nom. Interdry. C'était ma prochaine intervention, qui est faite à base d'argent. À ce moment-là, c'est de l'argent qu'il y a là-dedans. Fait que lui aussi, c'est un tissu qui va vraiment aider à enlever l'humidité, dans le fond, l'éloigner de la peau, puis qui va agir au niveau bactérien. Fait que c'est deux choses qu'on pourrait recommander aux clients. Mais comme on parlait depuis le début du cours, seulement l'interdry sans une bonne hygiène, c'est pas miraculeux. Fait qu'il faut donner de l'enseignement, il faut dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous faisiez vous jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, puis qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'il faut qu'il y ait un ensemble là, d'évaluation. Fait que c'est un peu ça pour ce patient-là. Puis c'est sûr que, il va peut-être être à risque à en faire à plusieurs reprises parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs de risque. Puis je pense qu'en plus, il était diabétique. Fait que, il y a beaucoup de facteurs de risque là, à ce niveau-là. Fait que c'est ça pour notre cas clinique numéro 4. Maintenant, on se fait un petit résumé parce qu'on aime ça, les algorithmes, les infirmières. Hein? On a comme une petite prédilection. Fait que c'est le résumé qui est vraiment dans votre volume à la page que je ne me souviens plus. Hein? À la page 222, je l'ai écrit. Fait qu'on commence, dans le fond, les dommages cutanés associés à l'humidité. Bon, ça se classe selon 4 formes, puis on va définir, dans le fond, de la définition qu'on vient redonner, finalement, de ces dermatites-là. La dermatite associée à l'incontinence, je m'excuse. La dermatite périlésionnelle autour de nos plaies. La dermatite péristomiale autour des stomies. Il faut penser aussi à nos trachéos, pas juste à nos stomies, cellurines. La dermatite intertrigineuse, hein, qui est la forme qui est la plus souvent observée par les autres dermatites, dans le fond. Comment ça se développe? Bien, c'est l'humidité qui est persistante, ça va entrer en vieillissement, ça va causer de la friction, de l'inflammation de la peau, des bris cutanés. Puis là, l'intertrigo peut s'installer. Puis, bien, si on laisse aller ça, bien, il peut y avoir des infections aussi opportunistes qui viennent embarquer, des infections champignons, des infections bactériennes.
Alors, ça se manifeste chez une clientèle, une population qui est variée dans plusieurs milieux de soins. On peut l'avoir aux soins intensifs, chez le nouveau-né à la maison, à domicile. Mais il y a quand même des facteurs prédisposants qu'on a vus là, pour l'intertrigo, particulièrement l'obésité, l'immobilité, la sudation excessive sont des facteurs qui peuvent, on le voit ici, des plis cutanés en plus grande quantité, immobilité, manque d'hygiène, des vêtements aussi mal ajustés pourraient causer l'intertrigo. Excusez. Fait que la prise en charge, c'est un plan de traitement qui est approprié. Fait qu'on va évaluer les besoins du client. On va donner l'enseignement qui est approprié. Gérer les infections secondaires. Hein, s'ils sont présentes, on va intervenir. Puis appliquer des mesures préventives. Parce que le monsieur, ça se peut qu'il en fasse d'autres, l'intertrigo. Le petit bébé, probablement que ça va se régler, puis on n'en parlera plus parler. Mais le monsieur, ça se peut que ça revienne. Parce que du jour au lendemain, il ne va pas avoir réglé tous ces problèmes-là qui font en sorte que ça augmente la problématique. Fait que ça fait un petit tour, finalement, un petit résumé de ce qu'on pourrait voir là, par rapport aux dommages là, cutanés reliés à l'humidité. Fait que les guides qui ont été utilisés, ou si vous voulez aller un peu plus loin, entre autres, le guide de Wound Canada sur la prévention et la gestion des plaies reliées à l'humidité. Vous avez aussi Wound International qui a fait un document, et le fameux document sur, dans le fond, toutes les colostomies, finalement, ostomie, urostomie, des infirmières enregistrées de l'Ontario. Fait que c'est un peu ça, nos références. Fait qu'est-ce que vous avez des questions pour cet exposé? Ça va. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus outillé pour intervenir dans ces situations-là? OK. Des fois, c'est un rappel, des fois, on apprend des nouvelles choses. C'est un peu ça. Fait que bien sûr, les références, comme d'habitude.